Frédéric Bizard. Frédéric Bizard qui est... alors c'est là que je vais me planter Frédéric parce qu'il m'a fait répéter Adrien, mais j'ai... Alors Frédéric Bizard qui est professeur émérite économiste, oh bah, presque, et économiste de la santé et qui a déjà travaillé sur des thématiques notamment sur le grand âge, sur des propositions de restructuration du système de santé en France. Et notre constat, c'est que dans nos différentes relations et les différentes rencontres avec des institutions, le ministère, la CNAM et autres, à chaque fois on nous disait oui, mais vous nous avancez des principes, mais combien ça peut coûter, quel type d'économie la profession de sage-femme pourrait nous apporter. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on sait qui on pourrait solliciter. Et Frédéric a gentiment accepté et répondu à cette demande et a produit un plan stratégique donc, pour la profession avec un horizon plutôt 2030 qui est très ambitieux. Et on s'est dit que, je suis un peu triviale, mais je vais dire, il y a du lourd. Et donc, il fallait absolument qu'on le partage avec vous. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis cet après-midi. Donc je vais passer la parole à Frédéric qui va nous présenter les grandes lignes de ses propositions. Encore une fois, ce ne sont pas les propositions de l'ONSSF, ce sont les propositions de Frédéric Bizard pour l'ONSSF. Effectivement, ça tombe bien, on est en accord. Donc voilà, c'était pas gagné d'avance, mais finalement, il a su démontrer ce que nous, on avait envie aussi de présenter et de démontrer à nos interlocuteurs. Et là, maintenant, ça y est, on a des chiffres et on a des choses qui sont écrites. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Voilà, sans plus tarder. Merci Frédéric, je te passe la parole. Merci. Avec le sifflet à mon arrivée. Bon. Est-ce que j'ai besoin des deux micros? Oui. C'est ça? Non, mais soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors, professeur émérite, c'est quand on a dépassé la limite d'âge. Ça va m'arriver, mais je vais encore quelques années. Bien, merci de m'avoir invité en effet à présenter ce travail. Alors, je ne sais pas s'il y a du lourd, mais ce qui est sûr, c'est que vous représentez un contenu, une matière, quand je dis vous, c'est la profession des sages-femmes, qui a du lourd, et qui a du lourd très sous-exploité. Donc l'idée, c'est de réfléchir. Moi, je suis macroéconomiste, hein, je travaille sur les modèles, et concernant mon champ de recherche est très centré sur la protection sociale en général et sur le système de santé. Et donc, je suis très centré sur l'avenir des modèles. Bon. Il se trouve qu'en effet, notre modèle, il a été formidable, mais il doit être repensé, non pas parce qu'il devient mauvais intrinsèquement, mais parce qu'il devient inadapté à son environnement. Donc, dans cette réflexion prospective, c'est là où j'ai trouvé une matière que je ne connaissais pas très bien et que j'ai trouvé d'une richesse assez incroyable et je pense assez peu connue, y compris de beaucoup d'experts de la santé, pour participer à la transformation du système de santé. Donc ensemble, on va faire un petit peu c'est un peu un voyage, hein. C'est un peu au-delà de comment est-ce qu'on peut faire gagner plus d'argent aux sages-femmes, ça dépasse un petit peu ça, même si ça comprend ça aussi. Donc ce que je vous propose, c'est... Alors évidemment, il y a une majorité de sages-femmes ici, donc la première partie va peut-être vous sembler assez évidente, qui est l'état des lieux de la profession. Moi, je ne sais pas partir d'autre chose que d'un diagnostic. Donc, il faut qu'on le partage, ce diagnostic, il est purement factuel, donc on devrait le partager. Ensuite, on verra les enjeux de la profession. C'est exactement, est-ce que cette profession, elle se limite aux accouchements, au suivi gynécologique, c'est quoi les grands enjeux derrière la profession? Vous allez voir qu'ils sont absolument vitaux sur le plan de l'avenir de la société et sur le plan des sujets qui sont déjà au cœur de beaucoup de débats, dont la natalité, mais pas que. Et donc, en troisième, je vous proposerai un plan stratégique. Pourquoi un plan stratégique? Parce que, en effet, quand on dit c'est du lourd, c'est que c'est pas un plan tactique où grand 1, grand 2, grand 3, il faut un peu, même s'il y a des propositions,
mais il faut un petit peu creuser jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de répondre à ces enjeux. Et je pense qu'on a trouvé ces moyens-là. Alors, je vais aller assez vite au début, parce qu'encore une fois, c'est du factuel que vous connaissez. On part toujours un peu de la démographie, qui est un peu la mère des sciences sociales, et à partir duquel les choses se construisent. Donc, vous êtes une démographie extrêmement dynamique, la plus dynamique des professions médicales, 2,6%, quasiment 3% par an de hausse. Hein, là où on parle beaucoup de pénurie de professionnels, ce n'est pas le cas des sages-femmes. Vous êtes la profession médicale la plus jeune, moins de 41 ans en moyenne, la plus féminisée, ça on le savait. Et cette dynamique perdure. Si je regarde le nombre d'étudiants, vous êtes au-delà des 1000 et donc supérieur à ce qui se faisait. Contrairement à ce qu'on peut entendre, chez vous, l'exercice libéral est en pleine croissance. Et on a vu une baisse, donc vous avez en bleu la démographie totale, donc vous êtes passé de 15 000 à 26 000 depuis 2000. Et vous voyez que les libéraux qui sont en salariés hospitaliers, qui sont là en marron ici, vous voyez que vous avez sur une croissance des libéraux, aux dépens de la population hospitalière. On y reviendra parce que ce n'est pas un moindre détail, puisqu'évidemment, vous êtes la profession qui permettent ou pas aux maternités de bien fonctionner. Donc cette baisse de la démographie hospitalière qui se fait en parallèle d'une hausse de la démographie libérale ne fait pas forcément la même chose et aura un impact sur l'avenir. On va y revenir. Hausse de 11% de l'effectif global de 2010 à 2020, fuite du salarié hospitalier vers le libéral depuis 2010. Une démographie des autres professionnels du secteur. Alors, quand je dis du secteur, c'est évidemment de la petite enfance, et notamment des professionnels spécialisés sur la santé de la femme, qui est en forte décroissance. Il y a un effondrement de la population des gynécologues médicaux, qui n'est pas un hasard, mais qui est lié au fait que cette profession a été supprimée pendant une petite vingtaine d'années, de 1984 à 2003. Voilà. Baisse du nombre de gynécologues de 11%. Si je prends l'ensemble des gynécologues obstétriciens et médicaux, on a eu une baisse de 11% de 2010 à 2025. Là aussi, ça a une influence importante, parce que donc il y a un problème d'effectif chez les gynécologues, et puis il y a aussi un sujet sur l'évolution de ce que font les gynécologues obstétriciens, et donc une très faible population de gynécologues médicaux. On va y revenir. Cette pénurie-là, elle génère quand même un problème de santé publique. Alors, j'ai pris une enquête qui avait été faite, il y en a d'autres. On a souvent des médias qui en parlent. Là, il est fait écho que 53%, et il a été mesuré que 53% des femmes ont renoncé à des soins gynécologiques en 2025. Beaucoup de reportages sur les déserts gynécologiques et tout ça. Donc là, on a un vrai sujet de santé publique, et on verra que là, il y a une question d'organisation de ce suivi gynécologique, avec une part pleine et entière des sages-femmes, mais on verra comment, à mon avis, il faut faire évoluer les choses pour que ça se passe mieux que ça se passe aujourd'hui. Synthèse des grandes tendances, ça je passe, vous le verrez dans le rapport. Évolution du nombre de maternités, on part du factuel, hein, on met tout ça sur la table, et puis après, les propositions vous sembleront la suite de ça. Alors, ça on le sait, il y a une concentration régulière de l'offre, une hausse des accouchements dans les maternités de type 2 et 3. Hein, il n'y a plus tellement de petites maternités. Une émergence freinée des maisons de naissance depuis 2013. 6 femmes sur 10 désirent y accoucher. Il y a 9 maisons de naissance en 2024. Donc, en clair, on a cru, en tout cas on a pensé qu'il fallait principalement des grosses maternités en France, et en privilégiant la sécurité à la proximité. On sait que souvent, du moins on entend, même s'il y a des effets de seuil,
plus vous faites un nombre d'actes dans un établissement, en principe, plus ça augmente la qualité, la sécurité de ça, sauf que tout ça a des limites. Donc ça, sur un plan économique, c'est qu'au-delà d'un seuil, la désorganisation des gros centres peut poser problème. Et le problème, c'est quand vous allez trop loin dans la suppression de la proximité. D'accord ? Donc on a du mal à trouver cet équilibre-là. On y reviendra, mais en tout cas, les résultats en matière de santé publique sont pas terribles du tout. Pas du tout. On va y venir. Donc, corrélation n'est pas causalité, mais cette évolution-là n'a pas, en tout cas, entraîné une amélioration des résultats, notamment de la mortalité infantile. Quand même pas un petit détail, la mortalité infantile, c'est vraiment considéré par l'OMS et Santé publique France autres comme vraiment un indicateur de développement d'un pays. C'est pas un petit indicateur, et là vous verrez qu'on n'est pas bon. Alors, votre métier a considérablement évolué. Moi-même qui me croyais assez bien informé sur les questions de santé, vous voyez, j'avais non pas ignoré l'ensemble de cette évolution, mais enfin, en tout cas, j'avais pas pris connaissance de l'ampleur des changements. Bon, avant 2000, vous aviez une formation qui était essentiellement clinique, centrée sur les maternités. On apprend le métier par la pratique, le métier des professionnels de l'accouchement. Dans les années 2000, il y a eu un équilibre qui s'est fait entre la théorie et la pratique, avec une intégration de questions de santé publique, de santé, de sciences humaines, d'éthique et de droit. 2009 est une bascule importante, notamment avec la loi HPST, qui, vous voyez, qui n'est pas que du mauvais. Vous voyez beaucoup de mauvais, mais en tout cas, ça, c'était plutôt une chose positive, qui a largement étatisé le système. Mais en tout cas, ce que j'avais sous-estimé, elle vous a permis de faire un virage, un bon virage, c'est-à-dire de devenir des professionnels de la santé globale de la femme, avec une extension de vos missions vers la santé sexuelle et reproductive, prévention, éducation à la santé, sont au cœur du programme. Et donc une formation qui a évolué, qui a intégré ces nouvelles missions sorties de la tutelle. Alors, pas revenir sur toute l'histoire, mais en tout cas que vous connaissez, mais que tout le monde ne connaît pas, mais c'est vraiment une sortie d'une tutelle, d'une double tutelle, qui est une tutelle très masculine, et une tutelle, c'est-à-dire sous le médecin, qui est souvent le gynécologue, qui était souvent manifestement un homme. Alors la preuve de ça, hein, c'est pas... Moi je le dis parce que je pourrais peut-être vous dire comment j'ai fait ce travail, mais j'ai d'abord fait un travail de réflexion personnelle, interne, et puis ensuite j'ai interrogé beaucoup de gens. Beaucoup d'entre vous, des médecins, des institutionnels, qui sont dans la liste d'ailleurs dans le rapport, mais pour objectiver et pour avoir une vision à partir du terrain. Mais pour l'objectiver, on voit bien que le président de l'ordre des sages-femmes était un homme jusqu'en 1995, et grâce à Simone Veil, tout ça a changé et c'est devenu une sage-femme femme. La deuxième tutelle de laquelle vous n'êtes pas encore totalement sorti, je ne dis pas qu'il faut en sortir complètement, mais enfin il faut s'en autonomiser, ça me paraît être évident, c'est de la tutelle médicale. Médicale au sens du médecin, c'est-à-dire que vous ayez un rôle qui soit à côté du médecin et pas sous le médecin, même si l'un n'empêche pas l'autre. Moi qui travaille beaucoup avec les médecins, je suis assez à l'aise pour le dire. Alors, quand on regarde, je vais vite parce que ça vous le savez, et je regarde votre référentiel de formation, peut-être un défaut de prof, mais moi je regarde parce que, voyez-moi, quand on en entend beaucoup, on se dit mais qu'est-ce qu'elles sont formées sur quoi en fait les sages-femmes, pour savoir exactement. On dit non mais ça c'est pas le rôle des sages-femmes. Donc vous regardez, bah, si elles sont formées pour ça. Et vous êtes vraiment formés sur aujourd'hui bien sur l'ensemble des activités qu'on vous demande d'assumer, en particulier toutes ces activités de santé sexuelle et reproductive, évidemment la santé maternelle, néonatale, pédiatrique, la médecine d'urgence, la santé génétique et sexuelle, et tout un tas de compétences supplémentaires, soins en maïeutique, prévention, éducation à la santé, coordination et travail en interdisciplinarité, enseignement, recherche et amélioration des pratiques, éthique et déontologie. Vous voyez que déjà là, quand on voit cette liste d'activités,
on comprend pourquoi, hors du domaine purement de l'accouchement, de la santé maternelle et néonatale, vous avez eu le sentiment d'être assez peu considéré, parce que notre système considère assez peu tout ce qui n'est pas soin pur et dur. Et comme tous les systèmes de santé, on a démarré par une approche très curative. Notre système continue à se mettre véritablement en branle quand vous commencez à avoir un problème de santé. On n'a pas encore fait cette réforme qui fait qu'il faut intervenir beaucoup plus en amont, et la plupart des... Or, la santé maternelle, la plupart de vos compétences sont en amont de la maladie. Donc, c'est pour ça que je pense que vous êtes un vecteur de transformation du système de santé qui est absolument indispensable. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est plus soutenable financièrement. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, vous avez une chose qui est importante. Si toute la gestion de la santé maternelle se passe relativement bien, sur le plan de la relation que vous avez avec les autres acteurs, c'est notamment, je pense, lié au fait que ça a été pensé. Qui fait quoi? Ça a été pensé à travers une classification clinique, qui est cette stratification du suivi de grossesse, avec 4 niveaux: suivi A lorsque la grossesse se déroule sans situation à risque et que ces situations relèvent d'un faible niveau de risque, jusqu'aux grossesses les plus à risque, où là, c'est le médecin, c'est-à-dire quand il y a un risque pathologique ou une pathologie déclarée déjà, où vous passez la main au médecin. Alors, je doute que tout ça n'est pas parfait, mais globalement, ça se passe plutôt bien parce que ça a été pensé. Évidemment, ce n'est pas le cas dans le domaine du suivi gynécologique, par exemple, on y reviendra. Un champ d'action qui reste à préciser. Donc, vous avez un nouveau champ d'action. Je ne suis pas sûr que si j'interroge dans la rue 10 femmes, la sage-femme soit citée si je demande qui pour vous est le référent en matière de suivi gynécologique. Je suis surpris beaucoup, mais je ne suis pas sûr que la sage-femme apparaisse. Donc c'est pas simplement difficile pour vous sur le terrain, c'est que ça... Moi, j'ai vu aucune communication. Je sais que la CNAM est là, mais c'est pas la faute de la CNAM plus que la faute des économistes ou autres, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu la moindre communication des institutions sur ce petit truc-là, qui peut-être éviterait qu'il y ait 53% des femmes qui n'aient pas de suivi gynécologique. Bon. Mais en tout cas, tout ça n'est pas organisé pour le moment. Et quand c'est pas organisé, vous avez des logiques de lobby, vous avez quand même toujours le poids du médical historique. C'est déjà le cas pour vous pour les accouchements, puisque notre pays a plutôt pris parti en disant que l'accouchement est un problème d'ordre médical, sauf quand ça se passe bien, alors que c'est plutôt l'inverse. D'habitude, on considère que c'est un problème physiologique, sauf quand ça se passe pas bien. Et on fait un peu la même chose pour la gynécologie. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est un problème médical, sauf quand ça se passe bien. Bon, c'est évidemment l'inverse, puisque nous avons quand même si on a des prévalences de pathologies importantes, du fait du vieillissement de la population, la majorité de la population est bien portante, globalement. En tout cas, n'a pas de pathologie déclarée. On est à peu près à 20% de prévalence. Il est d'accord. Alors, donc tout ça a des risques pour tout le monde, ou tout du moins rend la situation, c'est ma vision de la chose, mais plutôt perdant-perdant. Et absence de recommandation officielle, risque pour la sage-femme de dépasser son champ de compétences, faible connaissance du grand public de cette activité, pas de communication du ministère et de la CNAM, ignorance de cette compétence parmi les médias. Encore une fois, quand les médias rapportent ces déserts gynécologiques, on ne dit pas « ah mais il y a les sages-femmes ». Bon. Donc tout le monde vit un peu dans cette ignorance-là, et vous essayez, avec les moyens que vous avez, de développer cette activité contre peu une montagne à gravir. Et ça ne devrait pas l'être. Mais on va voir comment on peut l'organiser. Une profession en souffrance, il y a un manque de reconnaissance statutaire. Bon, pour des raisons historiques, c'est pas. Alors je sais que c'est facile à dire quand on n'est pas dans la profession, mais il y a des raisons historiques à ça. Mais évidemment, la question c'est que ça ne doit plus durer. Vous êtes membre de la fonction publique hospitalière.
et non des personnels médicaux, alors que vous êtes une profession médicale depuis 1945. Les statuts hospitaliers datent des années 80, et les trois autres professions, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, sont bien dans le sont praticiens hospitaliers dans le corps médical hospitalier, ce que vous n'êtes pas. Alors il y avait un certain nombre d'arguments pour ne pas vous y mettre, et ces arguments ont disparu. Voilà. Donc ça, alors on verra pourquoi c'est important. Pour moi, c'est pas tellement le statut. Encore une fois, c'est facile à dire quand on n'est pas dans la profession, mais c'est vous donner les moyens d'exercer correctement la profession et de permettre aux maternités de mieux fonctionner par rapport à ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Pas seulement une question de reconnaissance, mais la capacité d'exercer. Un enjeu professionnel stratégique et prioritaire pour l'avenir des maternités. Et je fais le pari que dans 2 ans, dans les 2 ans qui viennent, vous allez arriver à changer ça. Alors, il y a un manque de reconnaissance financière qui va avec. Qu'est-ce qui se passe? Non, avant fin 2027, je parie. Alors va avec ça évidemment ce que vous appelez le manque de reconnaissance financière, parce que vous êtes évidemment dans une catégorie qui est 2,5 fois moins payée que la catégorie du corps médical hospitalier. Donc je regarde donc les salaire de départ d'une sage-femme hospitalière de 1 290 € brut, donc 1,3 fois le SMIC, 1 850 € net, après 15 ans, 3 000 € brut. Dans la moyenne de la fonction publique hospitalière, c'est pas un hasard, voilà, donc, salaire moyen à l'hôpital a permis de 2,5 fois plus faible que le personnel médical. Voilà, je vous ai mis les choses là. Bon, donc évidemment, étant donné aujourd'hui l'étendue de vos missions et le nombre d'années de formation, je pense que tout le monde peut s'accorder comme quoi il y a un décalage qu'il va falloir combler. Mais pour le combler, et pour que ça soit soutenable financièrement et que tout le monde soit d'accord, il faut évidemment faire évoluer l'ensemble du système. C'est pour ça que si vous demandez aujourd'hui à avoir le statut de la fonction hospitalière, des praticiens hospitaliers, et 2, d'avoir, ce qui est tout à fait logique, des salaires qui évoluent en conséquence, ben, la CNAM ou le ministère vous regarde en vous disant mais comment je fais? Vous voyez qu'il faut complètement transformer votre position dans la gestion des maternités, à la fois sur le plan médical de la prise en charge et sur le plan de la gouvernance, pour que ce phénomène-là devienne absolument naturel et incontestable. Ben, ça, c'est mon avis, et c'est comme en ville, on va le voir, c'est que si on ne change rien à l'organisation actuelle du système, d'ailleurs c'est ce qui vous arrive depuis des années, puisque je crois que c'est pas là, vous l'avez déjà largement demandé, mais vous affrontez un mur. C'est pour ça qu'il faut faire bouger un petit peu tout ça, dans le bon sens évidemment. C'est ça la complexité, et c'est là où peut-être que je vais vous amener quelques solutions que vous n'aviez pas avant. Alors, vous subissez les conditions de travail dégradées à l'hôpital que subissent l'ensemble des professionnels de santé, avec quelques spécificités. Le manque de j'en ai pris quelques-uns, hein, mais manque de personnel stable, problème de recrutement, arrêt maladie record, intérim en hausse, espérance de vie professionnelle qui est faible. Donc on est sur un sous-effectif des services qui fait boule de neige et qui nous fait entrer dans un cercle vicieux où ceux et celles qui travaillent ont plus de charges de travail, et puis c'est le maillon plus faible qui s'affaiblit, qui part, et etc., etc. Donc on est aussi chez vous là-dessus, sauf que vous avez depuis quelques années une alternative, et on l'a vu tout à l'heure, vase communicant, qui est de dire, bon, j'aime bien l'hôpital, j'aimerais bien y rester, mais dans ces conditions-là, évidemment, ça devient difficile, donc je vais en ville, et on vous pose même, là, ce qui est... Alors, c'est un historique, encore une fois, hein, mais on vous met pas mal de bâtons dans les roues pour faire les deux. Bon, alors que l'avenir du système, enfin, on le dit depuis des années, c'est quand même de décloisonner ça et de permettre justement que les professionnels fassent les deux. Parce que je ne sais pas très bien comment on va décloisonner le système de santé si on ne permet pas aux gens d'être un jour à l'hôpital et l'autre jour en ville. C'est le b.a.-ba du décloisonnement. Ce n'est pas le numérique qui fait le décloisonnement. Ce sont les humains qui
fond, le décloisonnement, et qui se fait au sein d'un territoire. On est bien d'accord qu'il faut territorialiser, on verra que ce territoire doit être le département. Donc vous voyez qu'il faut faire bouger tout ça pour qu'on puisse avancer. Alors pour les sages-femmes en particulier, vous avez donc l'absence de reconnaissance statutaire qui fait que vous savez que vous êtes une profession médicale, mais vous êtes, ce qui est évidemment au quotidien, parce qu'en plus, quand c'est flou, chacun fait, il y a des moments où ça se passe très bien dans certains établissements, parce qu'il y a des gens plus visionnaires, et plus, voilà, et puis, mais très souvent, ça se passe plutôt pas très bien, parce que il n'y a rien de absolument déterminé. Donc ça aggrave à ce premier niveau de malaise. On a une charge de travail très lourde, une pression émotionnelle et psychologique intense. Alors, c'est le rôle de tous les professionnels de santé d'être un métier de relation, mais vous particulièrement, plus que tout, vous êtes évidemment dans la relation, dans la gestion de l'émotion et dans la gestion de la psychologie de vos patientes, qui est absolument déterminante. Il y a une dégradation de la qualité des soins, on va le voir. Donc ça rajoute au stress, évidemment, de ceux qui n'en sont pas responsables, mais qui le subissent aussi. Hein, et un départ de nombreuses sages-femmes de l'hôpital, effectif passé de 14 800 en 2010 à 13 800 en 2024. Encore une fois, alors que sur cette période-là, vous avez eu une hausse des effectifs de 11%. Donc ça fait beaucoup. Alors, une analyse économique de la profession, c'est bien d'avoir quelques chiffres en tête quand même, parce que là aussi on entend souvent, ouh là là, la hausse, il y a eu une très forte hausse des dépenses des sages-femmes. Bon. Alors on regarde, ah oui, plus 10% par an. Bon. Regarde, ah, mais c'est 627 millions d'euros. Bon. 681 millions d'euros si je prends l'ensemble de ces dépenses. Bon, c'est quoi 681 millions d'euros? Alors si vous prenez 1% de ça, on verra que si on augmente, ça fait 7 millions d'euros. Bon. Si on regarde par rapport à l'ensemble des dépenses de santé, c'est à peu près 0,3% de la consommation de soins et de biens médicaux, qui représentait en 2024 à peu près 255 milliards d'euros, qui a elle-même augmenté de 3,7%. Bon. Mais quand vous regardez la hausse des dépenses, elle est liée à quoi? Malheureusement pour vous, elle n'est pas liée à une hausse de la valeur, à une hausse des tarifs. Elle est liée principalement à une hausse des volumes. Vous avez un effectif qui a augmenté en ville de 6,5% par an sur les 10 dernières années. Bon, et puis vous avez évidemment tous les sous-jacents qui fait que cette activité-là doit exploser. Vous avez le besoin, on a vu, de prendre en charge bien davantage le suivi gynécologique de prévention, l'éducation à la santé en ville, on va voir tout ça qui est à développer. Je ne dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui, mais enfin on voit bien que c'est très sous-développé. Et puis vous avez le virage ambulatoire de l'accouchement, de la naissance, où la France, qui a été une référence pendant longtemps, a vraiment perdu beaucoup de terrain. On a parmi la DMS la plus élevée d'Europe, 4,5 jours. Et c'est la Cour des comptes qui le dit, le meilleur moyen de maîtriser la dépense tout en augmentant la qualité, c'est comment? Enfin, en baissant la DMS. Et comment on fait pour baisser la DMS? On augmente les dépenses en ambulatoire, avant et après. D'accord? Bon. Donc, vous voyez que s'il y a bien une dépense qui n'est pas à contenir, c'est celle-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas le contenu, on ne fait pas, hein, que la CNAM se rassure. Mais ça, c'est des bonnes dépenses sur lesquelles il faut avoir une projection croissante. Parce que c'est le meilleur moyen de baisser la dépense totale, parce que ça, c'est tellement moins coûteux que la dépense hospitalière, tout en améliorant la qualité de la prise en charge. Et donc il faut l'organiser, ça aussi. Parce que si on le laisse comme ça, juste fait au fil de l'eau, évidemment ça stresse tout le monde, parce que vous ne baissez pas la dépense hospitalière, vous augmentez la dépense de ville, et ceux qui sont responsables des comptes publics, évidemment ils disent non mais ça va pas, moi je m'en sors pas. Donc il faut proposer des solutions. C'est pour ça qu'on est là pour régler des problèmes et non pas ni
faire de la critique facile, ni juste soulever les problèmes, mais les régler. Alors, à l'hôpital, pour rapide, les dépenses publiques en maternité, c'est 9,1 milliards d'euros en 2024, soit 4,3% du total, et 7 600 euros par personne. Hein, il y avait 1 203 000 bénéficiaires. Ça se répartit 59% la naissance, c'est-à-dire en gros des dépenses hospitalières. Congé mat 25%, et tout ce qui est soins prénatal pour le reste. On va voir ça. Levier principal de maîtrise de la dépense, baisse de la DMS. Donc on est à 4,5 jours. Si on était au niveau de l'OCDE, pas un objectif formidable, on pourrait se dire on va être dans le top 5 des pays, mais restons modestes. Au niveau de l'OCDE, la Cour des comptes avait évalué à 320 millions d'euros les économies en France. Ça, c'était en 2014. C'est évident qu'aujourd'hui, on est probablement autour de 500 millions d'euros d'économies potentielles, encore une fois, en passant de 4,5 à 3,5. Et une bonne gestion des dépenses publiques, c'est justement de faire ces transferts-là de 500 millions de l'hôpital, pas pour 500 millions vers la ville, mais vous dites que si j'arrive avec 100 millions de plus en ville à baisser de 500 millions à l'hôpital, vous voyez comment j'arrive à un résultat positif. Et c'est ça, un plan de maîtrise médicalisée, ou du moins économique des dépenses. C'est en raisonnant de cette façon-là. Et là, vous avez un levier extrêmement intéressant. Mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. Alors, ça va l'état des lieux? Ça vous convient? Bon. Alors maintenant, on va voir les enjeux. Et j'y vais avec cette séquence parce que, encore une fois, si on commence à aller juste sur les problématiques, on risque d'oublier les enjeux. Et j'en aurais oublié, bien sûr, que je ne rattachais pas forcément à la profession stricto sensu. C'est quoi les enjeux à votre avis? Les sages-femmes qui sont là. Vous n'avez pas vu le rapport, non, encore la plupart? C'est quoi les enjeux pour vous? Alors, un qui est évident quand même. La santé. La santé de qui? Bon, on va dire la santé des femmes. Pas que des mères et des enfants. Et des enfants. Et vous voyez, vous êtes mère-enfant. Vous êtes un peu dans le vieux modèle. Femme-enfant. Donc, femme-enfant. D'accord. 2. L'amélioration de cette gestion de la natalité, hein, de la naissance. Cet environnement-là. 3. Tout ce qui est prévention, donc je le mets avec la santé de la femme. Mais vous avez raison, ça va plus loin que ça, puisqu'on va voir que je pense que toute éducation sexuelle, des ados et tout le machin, vous êtes à fond là-dedans. Les violences VSS, sexistes et sexuelles, vraiment vous êtes largement là-dedans, puisqu'on voit que ça affecte une grande partie des femmes autour de la naissance. Et puis, vous en avez un autre, que vous n'allez pas deviner, mais qui est pour moi primordial, c'est de participer à la transformation du système de santé, puisque vous êtes une profession emblématique de cette maîtrise, de ce maintien en bonne santé, en particulier des femmes. Mais ça tombe bien parce que c'est la cible aujourd'hui qui est la plus précaire. Vous ne le saviez pas, les femmes sont beaucoup plus précaires que les hommes en France, et donc, et s'occupent de la santé, souvent pour les 2/3 des enfants et du conjoint, et se retrouvent souvent aux dépens de la leur, et sont dans une situation socio-économique qui est souvent plus précaire. Donc il y a de quoi faire. Voilà un peu les enjeux, donc on va les voir rapidement. Alors, un acteur clé de la bascule. Alors pourquoi est-ce qu'il faut basculer vers, c'est pas, on dit, ah ouais mais bizarre, il me parle toujours, tiens, en bonne santé, c'est pas moi qui le veux. C'est que si on veut que le système, on continue à avoir un système solidaire, universel, bref, ce qu'on a connu, c'est un impératif. Déjà pour des raisons démographiques. Quand vous avez une démographie, là vous avez l'ensemble de la démographie, où les plus de 60 ans, c'est 2010-2050, on a une accélération qui est à peu près 4 fois plus rapide que ce qu'on a connu de 1800 à 2010.
D'accord, on a mis 200 ans à ce que la population, 23% de la population passe les 60 ans, et on va être à 33% en 2050, c'est-à-dire demain. Okay, on a mis 200 ans pour qu'il y ait 9% de la population qui ait plus de 75 ans, et on va mettre 40 ans pour atteindre 16%. Donc ça, on se dit, c'est formidable. C'est un progrès formidable. Bon. Le problème, c'est que ce progrès pèse énormément, ce qui n'est pas inévitable, sur la soutenabilité du système de santé, parce que ce vieillissement, vous avez là l'espérance de vie des femmes depuis 2005, et l'espérance de vie à la naissance, et l'espérance de vie à la naissance en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité majeure. Qu'est-ce que vous observez ? Que cette espérance de vie en bonne santé, 64,7 ans sont les chiffres de l'adresse 2005 et 64,2 ans 2023, baisse. Donc 100% des 2 ans de hausse d'espérance de vie sur la période se sont faits en mauvaise santé. Vous avez une idée de combien il y a de plus de patients avec une ALD d'une année sur l'autre en ce moment ? 400 000. On est à peu près à 14 millions. Et la CNAM a très bien documenté ça d'ailleurs, pour montrer qu'on est à 2 tiers. C'est la troisième intervention que je fais. Si je dis, je l'ai dit avant, alors que c'était pas ici, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas cher, vous allez voir, mais on est à 2 tiers de dépenses de santé concentrées sur les 14 millions de Français qui ont une LD, et on sera à 85% si on ne change rien en 2035. C'est-à-dire que, et ça fera 25% de la population, c'est-à-dire que les 75% de la population auront plus que 15% des ressources de l'assurance maladie, c'est-à-dire rien pour se soigner. Vous voyez le problème. Donc on n'est plus dans un système solidaire qui est comme ça. Voilà, il se concentre sur 25% de la population. Voilà, donc une forte hausse de la prévalence, donc ça c'est ce que je vous dis, je passe. Alors évidemment, ça se paye. J'étais ce matin à Made in Tech avec les représentants des associations de patients qui me disaient non mais la crise, j'entends ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que j'entends ça, en gros dire circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Alors, je me suis permis de prendre un truc en disant à notre cher représentant que est-ce qu'il avait une idée, désolé, hein, c'est peut-être des chiffres qui ne parlent pas à tout le monde, mais à un moment, il faut quand même que vous savez qu'un système de sécurité sociale, ça doit être à l'équilibre. C'est pas comme l'État où vous pouvez aller sur les marchés financiers pour financer de la dette. Ça ne marche qu'exceptionnellement. Au-delà de ça, il y a un aspect moral qui est de dire que si on quitte cette belle terre en laissant 200 milliards d'euros de dette à la Sécu, il faut bien voir que ça va être quand même les cotisations de ceux qui suivent qui vont financer cette dette. Hein, elle ne va pas s'effacer. Non. Donc évidemment, c'est aussi moralement très contestable. Et donc là, vous voyez bien qu'on est sur un niveau de dette. Là, c'est l'assurance maladie, en marron, pardon, ouais, qui s'aggrave. Alors, il y a toujours eu des accidents. Là, vous aviez le Covid. Avant, vous aviez 2009, soit crise économique, soit crise sanitaire. Ça fait partie de la vie. Mais là, le problème, c'est qu'on ne maîtrise plus la trajectoire budgétaire de l'assurance maladie. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes en mai et en novembre 2025. Il dit, les amis, 2027, on est quasi en cessation de paiement de la sécurité sociale, en grande partie du fait de l'assurance maladie, puisque 80% des déficits de la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie qui les génère. Donc, je rappelais à mon cher ami qu'il y a 30 ans, c'était pas ça la trajectoire. Et puis il y a plein d'autres choses, 10 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant, etc. Mais je dis ça parce que c'est pas pour prendre mouche avec qui que ce soit, mais ce partage du diagnostic, il est quand même clé. Et que beaucoup pensent que, allez, arrêtons de dramatiser, soyons positifs, hein, on peut bien continuer comme ça encore un peu. Mais non, non, ça c'est de l'irresponsabilité selon moi, donc il faut agir. Maintenant, on va voir comment agir.
Donc on a besoin de basculer vers un modèle dit de santé globale, c'est-à-dire qui prend en compte aussi bien la santé des bien portants que la santé des malades. C'est le seul moyen, vous voulez, c'est assez simple à comprendre, hein, moi je travaille beaucoup sur l'économie du risque, mais vous allez le comprendre très vite, c'est qu'à partir du moment où vous avez une probabilité qui a fortement augmenté dans la population d'exprimer le risque, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que vous savez qu'à un instant T, vous augmentez la probabilité, à un instant T de la vie, d'exprimer le risque, c'est-à-dire de devenir malade. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour essayer de neutraliser cet effet-là? Oui, donc déplacer le moment où les gens deviennent malades. Et là, c'est bon, vous neutralisez cet effet-là. Et vous faites du vieillissement de la population que du bonheur. D'accord? Donc il faut reporter l'entrée dans la maladie. Je ne prétends pas qu'on va supprimer la maladie, même si l'INCa nous dit qu'il y a 40% de cancer évitable. Et donc il faut reporter la maladie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, j'ai créé un centre de recherche dédié à la refonte. On a fait le travail. S'il y a mieux, il faudra prendre mieux. Mais en gros, voilà, il faut transformer le système. Et c'est une réforme qui est avant tout stratégique, économique et politique. Et derrière, je pense qu'il faut une grande réunion des professionnels de santé, des états généraux, ou ce que vous voulez. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, de l'intérieur, par une profession comme la vôtre, on peut déjà démarrer cette évolution et cette transformation du système. Donc ça, c'est le premier enjeu. Alors évidemment, le deuxième enjeu, c'est que vous êtes un acteur essentiel du réarmement démographique. J'ai aucune naïveté sur le fait que je ne prétends pas que vous pouvez relancer la démographie. Bon, pas ça. Mais je prétends que comme vous êtes quand même un acteur clé depuis l'adolescence jusqu'à l'arrivée et après l'arrivée de l'enfant, évident que plus on renforcera cet acteur-là, plus on augmentera quand même la probabilité que la natalité exprime tout son potentiel, qui, on le sait, a diminué pour des raisons qui dépassent le système de santé, on le sait bien. Bon, parce que là, comme disait Caroline, c'est aussi du lourd. Vous voyez que vous avez eu 2 pics, hein, il me semble. Là, c'est depuis 1901, vous voyez, là c'est sur le nombre de naissances par an et par jour. Et si on prend juste depuis 2010, qui est le dernier pic, on est passé de 802 000 à 626 000. Donc ça fait, que je dise pas de bêtises, ça fait presque 1000, non, oui, ça fait 500 naissances de moins par jour. Et 2010, c'était pas 500 ans. Hein. Bon, donc c'est du brutal. Alors, là on est dans la périnatalité. Ce qui aggrave à ça, et comme dirait l'autre, on n'a pas besoin de ça dans la tendance qu'on a vue, c'est qu'on a des conditions, on va dire, de périnatalité qui se sont sensiblement dégradées. Encore une fois, la mortalité infantile est quelque chose qui est absolument déterminante. Et vous voyez que là, on est avec les différents pays, on est en rouge, et on est aujourd'hui les champions de la mauvaise performance. On était à 3,8 pour 1000 en 2020, et j'ai mis celle-ci parce qu'elle va jusqu'à 2024. On est à supérieur à 4. Le problème, c'est qu'en plus, la tendance est mauvaise. Bon, on peut se dire, on a perdu, on va pas refaire l'histoire, mais là, c'est aujourd'hui ce qui se passe qui est mauvais. Et ce que vous voyez, c'est que c'est la mortalité infantile de 1 jour à 27 jours, qui est principalement responsable de ça. Donc il y a quand même un truc qui se passe juste après l'hôpital, la sortie, tout ça. Bon, bien que là, il y a... Je ne dis pas que c'est juste le problème d'organisation de l'hôpital, mais quand même, on voit qu'il y a un truc. Alors, c'est pas simplement un problème médical, évidemment. C'est que c'est un coût social et économique absolument colossal. Bon, quand on meurt à 80 ans, on regrette tous de mourir, mais on est tous mortels. Mais évidemment, le coût économique et social est quand même moins important que quand vous avez une mort à quelques jours. D'accord ? Le pire, c'est de mourir à 20 ans. Parce
on vous a éduqué, formé. Non, mais c'est un raisonnement un peu cynique. Hein. Mais évidemment, avant d'avoir 20 ans, il faut déjà avoir un an et en dessous. Donc, il faut vivre. Donc, la France, Union européenne, mortalité infantile, donc 3,3 versus 4,1. Si la France, performait comme l'Union européenne, ça ne me semble pas être. Il y a la Bulgarie, la Roumanie, il y a pas de. C'est encore un petit peu derrière nous, mais c'est. Bref, si on faisait comme les autres, on éviterait 520 décès. Les coûts sociaux et démographiques individuels et collectifs sont majeurs. Bon, l'OMS et l'OCDE considèrent la mortalité infantile comme un indicateur clé de développement, donc ça nuit à l'ensemble. Coûts économiques directs à court terme, vous avez des coûts économiques directs, les soins prénataux, obstétricaux, hospitalisation néonatale, vous avez un décès, mais évidemment vous avez tous les coûts. Bon, mais ça c'est pas grand chose, je dirais. Les coûts les plus importants, c'est évidemment les coûts économiques indirects, les revenus du travail non réalisés, impôts et cotisations non versés, contributions potentielles. J'ai fait un travail pour vous de valorisation de ce que coûte un décès avant un an. En l'actualisant en 2025, on est à peu près à 4 millions d'euros par décès, soit 2 milliards d'euros si on évitait ces 520 décès. D'accord ? Et ça, très facile à mesurer, de voir, j'investis et je regarde ce que ça donne en matière de taux de mortalité. Vous voyez, c'est pas, on sait ce que ça coûte, mais ça reste encore un mode de régulation, vous voyez, parce qu'on ne regarde que les coûts en santé. On ne regarde pas ce que rapporte une intervention, une procédure, un acte, on regarde le coût de l'acte. Mais il va falloir un moment qu'on bascule, mais on est largement responsables, nous, économistes, là-dessus, puisqu'on n'a pas été assez convaincants. Il faut dire qu'il faut regarder, pas tous les actes courants qui existent déjà, où là, il y a une maîtrise à faire. Mais quand vous avez une stratégie et que vous mettez en place de nouvelles activités et que vous déplacez un peu le curseur en disant, justement, pour améliorer pour baisser le taux de mortalité, je vais changer les règles du jeu, et donc je vais investir dans, là ça va être les soins de ville, ça va être à l'hôpital, on va en dire 2 mots, vous êtes plus calé que moi là-dessus. Oui, donc là j'augmente la dépense d'un côté, et je suis le résultat de ce que ça me rapporte d'un côté. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Donc il faut déjà mesurer ce que vous coûte, ce que disent les Canadiens, le coût de l'inaction. Notre coût de l'inaction aujourd'hui, en maintenant un système de périnatalité hospitalier un peu archaïque, il est de ce point de vue-là autour de 2 milliards d'euros, sans compter évidemment tout le coût social et autres que l'on peut avoir. Il y a une crise de la périnatalité dans laquelle vous êtes au cœur, donc ce n'est pas un problème uniquement de la profession de sage-femme, ça va bien au-delà. J'ai beaucoup interviewé les gynécologues, des gynécologues de renom, des gynécologues syndicalistes. Donc, on voit bien que c'est une crise systémique. Au revoir. Mauvaise performance française sur la mortalité, pas un hasard, mais des faiblesses structurelles de la gestion de la périnatalité. Une offre de soins inadaptée aux enjeux actuels fonctionnement des maternités, vous connaissez tout ça, des mesures de prévention insuffisantes, hausse des grossesses à risque, conséquences, dégradation des indicateurs, mortalité infantile en hausse. Donc il faut revoir cette périnatalité. Évidemment, je ne prétends pas vous donner un plan de rue parce que c'est quelque chose qui se travaille, mais il faut déjà en prendre conscience. Alors, 3e levier, donc 1, transformation du système de santé, 2, réarmement démographique, en tout cas, participation à un plan de reconquête de la périnatalité, si vous préférez. Et 3, un acteur essentiel pour la bonne santé des femmes, enjeu central de santé publique, excusez-moi pour l'info, rôle central dans la gestion de la santé familiale. Tiens, bon, vous connaissez ça. Alors ça, ce qui est important, on commence à en parler. Bon, il y a des spécificités de la santé de la femme, ça, on le savait, mais on le sous-estime. Mais là, il y a aussi des spécificités socio-économiques qui sont particulièrement importantes. Les femmes, c'est 53% de l'ensemble des pauvres, c'est 54% des bénéficiaires du RSA, 70% des travailleurs pauvres, 62% des emplois non qualifiés, 64% des personnes renonçant aux soins, soit 9,5 millions par an. Donc, c'est véritablement là un enjeu de santé publique particulièrement important. Des questions sous-financées malgré les progrès, endométriose, syndrome prémenstruel, santé mentale qui est plus dégradée. Bon, ça tombe bien,
qu'il y ait des professionnels qui soient dédiés à cette santé-là, parce que la situation, alors n'exagérons rien, hein, mais elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Un acteur est protégé contre les violences sexistes et sexuelles, en termes de détails, mais vous êtes dans le show, 1 371 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel, etc. Alors quand on regarde les chiffres, comme beaucoup depuis quelques années, on s'est emparé du sujet, mais pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé la martingale. On ne peut pas dire que on soit là aussi dans une trajectoire qui soit une bonne trajectoire. C'est pas plus la faute de l'un que de l'autre, mais en tout cas, et là, je ne le savais pas, mais vous avez un rôle qui est déterminant, parce que vous êtes au contact, évidemment, souvent de ces femmes à risque de ce genre de violence. Voilà pour les enjeux. Alors, le plan. Donc, il va essayer de répondre à ces enjeux. Je ne vous ai pas tout mis, hein, vous reviendrez dans le train, vous pourrez regarder les détails. Encore une fois, j'ai essayé sur chaque sujet d'aller le plus loin possible pour trouver la solution, mais je ne prétends pas que sur chaque sujet, j'ai l'exacte solution. J'ai un début de solution, on va dire. Et c'est en travaillant après, ensemble, vous de votre côté, avec différentes instances ou par vous-même, et aussi avec les instances des sages-femmes, que vous allez trouver, type Ordinal ou Société Savante, que vous allez pouvoir creuser davantage. Mais il faut toujours avoir un début de piste. Après, quand on a le sentier, c'est plus facile. Alors, la reconnaissance, le statutaire, reconnaissance de l'activité médicale. Alors, évidemment, c'est depuis 1945, il y a un fondement juridique, il y a la formation, il y a les compétences et il y a l'éthique, le fondement d'identité médicale des sages-femmes, mais il y a un positionnement qui est historiquement brouillé par une forte médicalisation de la grossesse en France, qui doit se corriger. On va redire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous le savez, c'est comme ça, l'historique a été comme ça, mais il faut le changer. Et c'est là où, évidemment, et dans l'intérêt général, c'est toujours, il faut objectiver pour arriver à le faire, et ce changement de statut, il doit être objectivé pour le faire. L'intégration dans le corps médical hospitalier, soit vous êtes une profession médicale et vous êtes dans le corps médical, soit vous n'êtes pas une profession médicale, et vous voyez, il y a un moment où il faut dire les choses. Donc, voilà. Et comme il n'y a plus d'arguments pour que vous ne soyez pas dans le corps médical, c'est pour ça que je vous dis que dans les 2 ans, vous l'aurez. Parce que c'est assez récent, puisque ça fait combien de temps que vous avez la 6e année? Alors, même si c'est un artifice, honnêtement, c'est un artifice entre nous. Hein. Mais bon, voilà, comme ça, ils sont contents, ils ont coché 6 ans comme les autres. Bon, c'est comme ça, il faut s'adapter aux technos. Hein. Donc maintenant, voilà, vous avez coché. Stratification des grossesses et autonomie des sages-femmes à l'hôpital, donc ça, c'est bon, vous avez un rôle, vous, à côté, pas dessous, des médecins. Bon, ça, c'est réglé. Le travail reste à faire pour une autonomie reconnue des sages-femmes en ville et en gynécologie. Ça, c'est pas fait. Bon. Donc, il faut arriver avec cette intégration. Donc, vous verrez tout le travail, parce que vous savez, c'est un peu comme vous allez dans une administration, vous ne savez pas pourquoi, mais il faut remplir des trucs. Il faut arriver avec un dossier. Ben là, c'est pareil. Il vous faut un dossier. Je pense que là, vous avez un dossier, je ne prétends pas qu'il soit complet, mais vous avez déjà un dossier qui fait que vous pouvez y aller. Vous avez ce qui est dedans. Alors, pas une simple reconnaissance juridique, exigences fonctionnelles qui répondent au rôle stratégique des sages-femmes en périnatalité dans le bon fonctionnement des maternités. Il faut toujours prendre les situations comme des opportunités. J'ai pas envie de dire ça tombe bien, ça se passe mal, donc c'est bien que vous n'êtes pas à votre bonne place, mais quelque part vous dire ça marche pas là, comme ça marche pas. Donc nous mettre comme ça là où on est, ça marche pas. Si vous avez une autre profession à mettre en avant, mettez-la, mais nous on la connaît pas. Okay. Donc il y a aussi évidemment partir du diagnostic quand même. Une évolution des carrières professionnelles et des rémunérations. Donc les 5 conditions pour partir au corps médical, c'est faire partie des professions médicales, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les textes. Pouvoir disposer d'un doctorat, être formé dans les facultés de médecine, en odontologie, être une branche du corps médical universitaire, être reconnu par le statut hospitalier comme praticien hospitalier. On est d'accord qu'il vous manque le dernier. Bon. Donc, je ne dis pas que c'est une formalité, mais ça va le faire. Donc, viser la plénitude du corps médical et non un simple changement statutaire. Donc, un peu réfléchi déjà sur une façon de... une vision globale et ambitieuse de la carrière hospitalière, hospitalo-universitaire des sages-femmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec « je veux le statut ».
faut déjà avoir tout la carrière hospitalière, mais que vous avez en grande partie pour avoir interrogé, mais il faut un peu la passer pour dire voilà, nous, la carrière hospitalo-universitaire d'une sage-femme, dans son intégralité. Ne pensez pas qu'on va le faire à votre place. Vous le faites, et puis s'ils doivent modifier des choses, ils modifieront, mais il faut l'avoir. C'est un plan national de reconquête de la périnatalité. Il est évident qu'il faut demander, puisque vous n'êtes pas les seuls acteurs, mais ce plan de repenser la périnatalité avec les médecins, les directions hospitalières, etc., ça doit rentrer dans un plan comme ça. Une méthodologie rigoureuse pour lever les freins. On a toujours un biais cognitif, c'est qu'on pense que les autres savent ce qu'on sait. Mais croyez-moi, si vous prenez la moyenne des praticiens hospitaliers, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce que vous faites. Donc il va y avoir vraiment ce que vous faites et ce que vous êtes devenu. Et il ne faut pas le prendre juste sur le plan de l'ego, il me méprise. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont encore souvent dans ce que vous étiez il y a 20 ans, avant 2000. Quoi. Okay. Donc il faut un plan de communication auprès des professionnels positifs qui dit voilà qui on est. D'accord ? Et une fois qu'on sait qui vous êtes, ça change quand même sérieusement la donne. Par contre, si on a 20 ans de retard, c'est compliqué. Alors, le rapprochement, je crois que vous l'avez déjà fait, parce que j'ai interrogé le professeur Rachel Gaucher, qui est une de vos défenseurs solides. Ça tombe bien, parce qu'elle représente l'ensemble des praticiens hospitaliers. Et elle a le même avis que moi, sur ce sujet-là. Donc, je pense que, encore une fois, c'est vrai, mais j'ai bien conscience que si vous interrogez quelques instances qui défendent encore l'hospitalisation du XXe siècle, en pensant que si on continue comme ça, qui sont plus dans la défense ou dans le gardien des musées d'archéologie de l'hospitalisation, voilà, il va falloir un peu les inciter gentiment. Mais vous en avez qui vous soutiendront. Voilà. Faire connaître et reconnaître l'évolution du métier. Donc, ça c'est ajuster votre place à l'hôpital par ce statut, c'est important, encore une fois, pas que au niveau du statut. 2, c'est faire connaître, reconnaître et pouvoir exprimer vos métiers. J'ai démarré par quelque chose qui est, c'est pas du tout mon dada, mais il faut se projeter demain et pas hier. Et quand on se projette demain, on intègre l'IA et tout ce qui va avec. Bon, donc je ne vais pas vous le faire là, mais je me suis permis quand même, parce que j'imagine que vous partagerez la présentation, mais vous regarderez quand même tout ce qui est en train d'arriver là. Et évidemment, c'est quelque chose qui, déjà au-delà de l'extension de vos missions et de vos formations, vous donne un pouvoir décuplé. Et surtout, parce que l'IA, ça a un côté un peu révolutionnaire, mais on sait bien que dans toute révolution, il y a du bon et du moins bon. Bon. Et donc, vous devez être les gardiens du temple, que l'IA en gynécologie, l'IA pour gérer les maternités et autres, soit bien utilisée par les patients. Et donc, j'ai discuté un peu avec certains d'entre vous, et là aussi, il y a du retard comme dans toutes les professions, c'est qu'il est urgent d'intégrer à mon avis, mais des modules de formation initiale, continue, pour que vous soyez les gardiens de cette IA-là. Parce que si vous ne l'êtes pas, je peux vous dire que les femmes, elles sont largement dessus. On est le 5e pays à le plus utiliser l'IA dans le monde. 44% de la population, déjà aujourd'hui, utilise l'IA générative. Donc ça va être 2/3 très vite. Okay, il est évident que les femmes, en particulier les jeunes femmes et les femmes qui accouchent, font partie déjà de ce groupe-là. Alors, 3e sujet. Deuxième sujet, toujours le suivi gynécologique. Comment on fait pour que vous soyez, comme pour la gestion de la maternité, de la naissance, de la grossesse, pleinement reconnu et que vous puissiez travailler en complément à côté des médecins? Comment on fait à votre avis? Que ceux qui ont lu le rapport ne le disent pas, mais vous feriez quoi, vous? Là, aujourd'hui, c'est un peu la galère pour tout le monde. C'est-à-dire que les médecins, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais les gynécos considèrent que vous pensez qu'il y a une chose, c'est les remplacer.
Et vous considérez que de toute façon, les médecins ne veulent pas que vous puissiez exprimer vos nouvelles missions en matière de suivi gynécologique. Donc, et au milieu, il n'y a pas grand monde. Bon. Et il y a les institutions qui regardent tout ça de loin. C'est normal parce que c'est assez compliqué. Comment on peut faire? Bon, je vais vous proposer une chose. Donc, champ de compétences et limites à faire reconnaître. C'est même quand on fait une étude en économie, hein, c'est important de montrer tout le potentiel de l'étude, mais aussi ses limites. Et vous, et là, il y a des avis divers et variés, c'est très bien, comme dans tout groupe humain, mais je vous décommande de penser que plus vous irez marcher sur les plates-bandes des autres, plus vous serez puissant. Au contraire, plus vous ne maîtriserez pas, vous n'aurez pas les outils pour vraiment utiliser pleinement vos compétences, mais uniquement vos compétences dans votre champ d'action, plus vous serez fort. D'accord ? Donc je vois bien, mais parce qu'il y a aussi volonté un peu de montrer à l'autre, puisque c'est un peu le Far West aujourd'hui dans la gynécologie. Donc moi je pense, en tout cas c'est ce que je propose, qu'il faut une identification des femmes à risque, une classification clinique de la gynécologie qui permet de définir votre champ d'intervention de façon reconnue officiellement par la haute autorité de santé, par l'ensemble des instances, et donc d'utiliser le succès de la stratification des grossesses en interne et en externe, mettre en place le même principe de stratification des femmes selon leur niveau de risque en gynécologie, classification clinique gynécologique et les modalités d'intervention qui en découlent par les CNP de maïeutique et de gynécologie. Je pense que ça doit partir, et je crois que les deux CNP fonctionnent plutôt bien ensemble d'après ce que j'ai compris, donc profitons-en. Il faut comprendre que la femme du directeur du CNP était une sage-femme, une CNP en gynécologie, bon, très bien. Mais non, mais blague à part, donc je pense que ça doit partir et validé par la haute autorité de santé. Je pense que l'excellent directeur de la haute autorité de santé est tout à fait partisan de ça. Mais je sais que c'est peut-être pas quelque chose qui vous enchante parce que vous aimeriez, mais je vous assure que si vous arrivez à faire ça, d'abord, vous aurez à peu près 80%, on est entre nous, hein, on fait ça, mais ça fait à peu près 80% quand même du suivi gynécologique, 70%, 75%. Bon, pas perdant. Donc c'est pour ça que maintenant, si des médecins généralistes ou des médecins gynécologues veulent le faire, très bien. Mais en tout cas, ils sont dans votre terrain. Et c'est pas vous qui attendez le terrain de l'autre, ce qui est très important. De la même façon que je suis sûr qu'il y a des gynécologues obstétriciens qui aussi ont des suivis de grossesse qui ne sont pas tant à risque que ça. Bon. Et ça se fait très bien, très vite. Mais c'est une volonté qui doit être menée par vous. Et c'est l'intérêt de toutes les parties prenantes, hein, les gynécologues dont l'expertise médicale soit recentrée sur les situations pathologiques et complexes, les sages-femmes qui verraient l'un de leurs champs de compétences majeurs reconnus, clairement reconnus et renforcés, l'assurance maladie qui pourrait promouvoir l'utilisation de la juste compétence pour le juste soin. Donc là, vous vous rendez compte qu'on passe d'une situation de pénurie forte à une situation où vous n'avez quasiment plus de pénurie. Parce que vous avez un effectif qui est important, on manque de médecins, mais les médecins sont centrés sur des cas moins courants. Et les femmes dont l'accès à un suivi gynécologique de prévention de qualité serait significativement amélioré. Et ça, quand vous trouvez comme ça des solutions win-win, c'est que vous êtes sur le bon sentier. Alors, autre sujet, attractivité à l'hôpital. Qui va accoucher les femmes demain en France? Alors, je suis arrivé à cette question-là parce que, en vous écoutant et en écoutant les médecins, en gros, vous n'êtes pas satisfaite à juste titre de l'exercice hospitalier, donc on a plutôt une tendance où on risque de manquer de sages-femmes, et les médecins gynécologues obstétriciens sont quand même plus attirés, trouvent que accoucher la nuit, voilà, c'est pénible, et puis il y a quand même des trucs plus sympas, la PMA, l'endocrinologie, donc on va dire que le niveau d'attractivité de l'activité centrale dans une maternité qui est l'accouchement est quand même au plus bas. Bon, moi si j'étais
dans les instances, ça m'aurait quand même déjà fait tic. Mais ça, il ne faut pas se estimer que peut-être que vous n'avez pas suffisamment alerté sur cette chose-là. Bon. C'est pas une question stupide, puisque je l'ai posée à plusieurs qui m'ont dit « Ah, je pense qu'en effet, vous avez raison, il faudrait qu'on se pose la question. » Alors, améliorer sensiblement les conditions de travail et les personnes. Donc, la chose, c'est quoi? C'est est-ce que je change les choses pour que les médecins, gynécologues, obstétriciens aillent davantage à la maternité, ou est-ce que ce sont davantage les sages-femmes, à votre avis? Plus de sages-femmes. Bah, comme c'est à peu près 80% des accouchements, il faut déjà sécuriser ça. Bon, il y a par exemple un éminent gynécologue obstétricien qui a un avis, je vous donne, je pense que ce n'est pas un bon avis, il dit, mais attends, il n'y a qu'à former 5% des sages-femmes sur les cas compliqués, et les médecins, ils n'ont pas à s'occuper de l'accouchement. D'accord? Ce que l'on fait, vous connaissez mieux les techniques, que vous n'avez pas accès aux... Oui, il y a ce genre de... C'est pour vous dire la motivation des gynécologues pour continuer. Donc, il y a un sujet. Et donc, quand on tire ce fil-là, on se dit, mais là, il faut vraiment changer la place des sages-femmes dans l'ensemble de l'écosystème hospitalier lié aux maternités, si on veut que ça marche. Donc, on revient au statut, vous voyez, parce que ça part de là. Évidemment, on y met dans la gouvernance une participation des sages-femmes. Après, sur le plan clinique, c'est plus de mon registre, à savoir si dans le plan reconquête de la périnatalité, il faudra faire évoluer cette stratification, le rôle des trucs, c'est pas de mon domaine, mais il faut regarder la question. Okay, c'est toujours mieux quand on a exploré toutes les pistes que si on les ferme a priori. Et ça, c'est pas de mon registre. Donc mener un travail approfondi avec les sociétés savantes associant gynécologues, direction hospitalière et sage-femme, l'autonomie professionnelle. Donc là, il y a un vrai travail qui n'est pas très compliqué, hein, mais qu'il faut mener. Et de mes interviews, tout le monde y est prêt. Alors, il faut là-dedans les alternatives aux maternités, là, tout ce conservatisme-là, bon, tout ça, il faut le faire sauter, c'est exagéré, mais en tout cas, il faut... mais tout est lié, hein, parce que pourquoi est-ce qu'il y a peu d'alternatives aux maternités? Parce qu'on ne vous reconnaît pas une autonomie suffisante, puisque dans ces alternatives-là, c'est vous le pilote. Donc vous voyez bien que dans tout ce changement-là, qui part, je reste toujours en haut, dans le corps médical hospitalier, tout va venir ensemble. D'accord? Ne croyez pas que c'est des obstacles, infranchissables. Tout ça, ça tombe très facilement si on réalise le plan ensemble. Donc développer les alternatives à la maternité, vous verrez que vous connaissez ça mieux que moi. Donc évidemment, les sages-femmes et dans une gestion de la périnatalité qui sera davantage dissociée entre les enjeux des grossesses à bas risque et à celles à risque. Alors ça, j'ai mis quelques éléments sur la table. Moi, je considère qu'il faut probablement dissocier les deux pour qu'il y ait une autonomie plus forte, parce que je crois que tout est un peu aujourd'hui dans les salles de naissance. Bon, ça, là, c'était juste, mais en tout cas, ça me paraît très logique. Hein, qu'il y ait des salles de naissance pour les sages-femmes et des salles de naissance pour les grossesses à risque. Mais c'est peut-être une mauvaise idée. Mais en tout cas, les alternatives à la maternité développées. Évidemment, baisser la DMS est un objectif d'amélioration de la qualité et de maîtrise de la dépense. Préparer la sortie de la grossesse, je vais accélérer un peu, de la grossesse selon une logique de parcours, généraliser l'entretien prénatal, vous verrez tout ça. Mais là, il y a un vrai plan, et là, vous aurez le soutien de l'assurance maladie, du ministère, peut-être pas de la FHF et tout ça, mais ça, c'est pas grave, parce qu'évidemment, ça va dans le bon sens. Hein, donc tout ça, c'est la suite logique des réformes précédentes. Alors, il y a aussi un truc étonnant, je ne me rendais pas compte moi-même, de l'importance de l'allaitement maternel. Là aussi, on n'est vraiment pas bon. Bon. Alors après, on se dit, mais tiens, pourquoi on n'est pas bon? Bon, enfin, vous savez, comme moi, c'est l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Je crois qu'on a quoi, un tiers de ceux qui vont jusqu'à 6 mois. Bon. Mais en fait, il n'y a aucune consultation dédiée. En fait, c'est le système D, quoi. C'est les plus vaillantes d'entre vous qui se disent, moi, je vais être le champion ou la championne du truc. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon. Donc évidemment, ça, il faut dédier les consultations à ça.
Et vous avez les données qui vous montrent que tu me payes 50 € pour faire ça si tu savais comme ça va être rentable, sous réserve évidemment que je bosse bien et que je permette d'améliorer ce taux, mais je m'engage que sur les 3 ans on passe, etc. etc. Hein, on a les taux, c'est pas très compliqué de suivre. C'est pas des chèques en blanc qu'on demande. Mais comme on part là de bas, évidemment ça c'est un coût très important que j'avais moi tout à fait sous-estimé quand on regarde les bénéfices pas simplement pour le bébé, pour la femme et le bébé. On comprend bien que la prévention, elle démarre par l'allaitement maternel. Le truc. Donc, mais croyez-moi, c'est ignoré au sein de la plupart des instances à qui vous parlez. C'est pour ça, encore une fois, c'est vous y allez, vous le savez, mais vous oubliez de dire, en fait, j'ai juste des arguments qui ne sont pas nous, hein, c'est la santé de Français. Okay. Alors, l'élargissement du champ de prescription des sages-femmes. J'ai entendu beaucoup, on veut supprimer les listes, on veut plus de listes. Moi, c'est pas ma recommandation. Ma recommandation, c'est une liste ouverte, mais concentrée exclusivement sur tous vos champs de compétences. Par exemple, on parlait de l'allaitement. Il y a tout un tas de pathologies qui vont avec qui se passent au moment de l'allaitement, bénignes. C'est évident que vous deviez pouvoir prescrire l'ensemble, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, donc il faut demander à un médecin généraliste pour prescrire un antifongique ou un bon, ça doit céder. Mais ma recommandation, c'est, encore une fois, être très ferme sur des recommandations incontestables. C'est pour ça qu'ils vont être... mais parce que si vous êtes trop gourmand, vous risquez de ne rien avoir. Et ça, sur le plan rationnel, vous êtes compétente, vous avez la formation, expliquez-moi pourquoi je ne peux pas vous m'empêcher d'exprimer mes missions, de réaliser mes missions. On parle un peu de rémunération. Non. Alors, vous avez vu que on a les chiffres pour montrer que c'est pas, une fois, dans les nouvelles activités que vous devez développer, qu'on doit vous permettre de développer. Tout ça, c'est que du bénéfice pour la maîtrise de l'ensemble des dépenses de santé et voire pour le développement économique et social du pays. Bon. Maintenant, il faut raisonner, il faut arriver à raisonner parce que vous avez un problème, c'est que vous avez à côté de vous des gens qui font 10 années d'études et qui vont dire on ne fait pas la même chose, donc on ne peut pas être exactement payé pareil. Et ils n'ont pas entièrement tort. Par contre, quand ils font la même chose que vous, ou quand vous faites la même chose que vous, évidemment, il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas payé comme eux. Mais ce n'est pas la même chose. Donc j'ai fait un raisonnement d'abord pour montrer qu'un acte médical se caractérise par la compétence du professionnel qui le réalise et non par son appartenance à une profession spécifique. C'est pas parce qu'un médecin réalise un suivi gynécologique physiologique qu'il doit être mieux payé qu'une sage-femme qui réalise un suivi gynécologique physiologique. Il n'y a aucune raison à ça, c'est dans les textes. D'accord ? C'est la prestation qui compte. Okay ? Donc, j'ai expliqué que vous avez les deux nomenclatures que vous connaissez, NGAP, CCAM. Le tarif NGAP est fixé en euros par lettre clé selon la logique conventionnelle tarifaire. Le tarif CCAM dépend d'un point de travail et d'un coût de la pratique. Aucune évaluation différenciée n'existe entre médecin et sage-femme pour le point de travail et le coût de la pratique. Donc, en fait, j'ai apporté cette démonstration que pour une consultation de suivi gynécologique physiologique, de prévention, si le médecin aujourd'hui est payé 30 €, vous devez en effet être payé 30 €. Mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, si le médecin gère du diabète ou ce machin, ça ne vous regarde pas et ça ne veut pas dire qu'il doit être forcément payé 30 €. Vous voyez, s'il fait autre chose que vous ne pouvez pas faire. Mais à prestation équivalente, personne ne peut vous contrecarrer. Et croyez-moi, le surcoût pour l'assurance maladie n'est pas un surcoût, mais n'est qu'un investissement, qu'une rentabilité par rapport à d'autres dépenses si cet acte n'est pas fait. Donc voilà, je vous ai apporté la démonstration. Voilà en tout cas, moi, ma façon de défendre ça, donc j'ai tout un tas de choses. Repenser le financement des accouchements à l'hôpital, je ne vais pas le détailler, mais clairement, là c'est... Ah non, mais je vous assure, hein, quand même. Hein.
Et moi, je suis un défenseur d'une T2A très ciblée. Comme je suis un défenseur du paiement à l'acte très ciblé. Vous savez qu'on a un raisonnement économique sur les modalités de paiement. En fait, c'est une diversification des modalités de paiement. Il y a des modalités de paiement qui sont très adaptées pour certaines missions et d'autres qui sont adaptées par... On ne finance pas de la prévention par uniquement de l'acte. En général, on y met de la capitation. Voilà. On ne finance pas de la fin de vie avec de la T2A. Et on ne finance pas, ou pas uniquement avec de la T2A, et on ne finance pas de l'accouchement uniquement avec de la T2A. Ça ne peut pas marcher. Toutes les raisons que j'ai indiquées dans le rapport. Ensuite, quand on regarde les tarifs CCM à l'accouchement, 335 €, je dis putain, on ne donne pas beaucoup de valeur à la naissance quand même. Hein. Mais évidemment, au détriment d'une qualité de travail et d'organisation qui est au bout de la chose. Donc en fait on y perd, puisque en fait c'est là où vous générez de la pénurie, et la pénurie ça coûte très très cher. Il n'y a pas plus coûteux que la pénurie. Alors dernier point, vous verrez dans les... c'est juste l'organisation départementale. Bon, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans de territorialisation, ça va dans le bon sens. Maintenant il faut aller au bout. Il faut dire on a un territoire de santé qui est commun à tous les professionnels, et surtout on organise pour les usagers. Vous savez qu'il n'y a pas un Français qui connaît son GHT, sa CPTS, vous demandez si vous n'êtes pas convaincu. Donc c'est bien, on a démarré les choses. Bon, maintenant il faut aller au bout. Quel est le territoire connu de tous les Français à partir duquel on a déjà structuré les politiques publiques? Le département. Le département. Bon, et je pas un discours nouveau chez moi, mais j'étais comme les autres, à dire il faut qu'on ait des territoires communs, donc on va mettre 200 000 habitants. Puis je me suis dit, arrête les usines à gaz, les machins. Il y a 104 territoires de santé qui n'attendent que ça, qui sont connus de tous les Français. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, qu'il faudra peut-être subdiviser, mais déjà on bascule vers une organisation départementale des soins, une déclinaison d'une stratégie nationale de santé à l'échelle d'un territoire commun pour tous, connu par tous les Français, qui s'appelle le département. Donc on fait, comme on a commencé à faire dans l'autonomie des personnes âgées, un service public départemental de l'autonomie, on a un service public départemental de santé dans lequel vous êtes tous inclus, du privé et du public, vous êtes tous délégataires de ce service public, et vous avez tous, toutes et tous en charge d'organiser ce service public. Bon. Donc si on prend 3 points qui sont la périnatalité, c'est comme ça, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire. Je ne prétends pas que ce soit la seule chose, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une sage-femme coordinatrice dans chaque département, rattachée à un comité médical dans lequel vous avez les pédiatres, les gynécologues et des sages-femmes pour quand il y a des sujets à réfléchir, et une sage-femme coordinatrice qui pilote les réseaux de périnatalité qui existent. Comment ? C'est pas un peu les réseaux? Non mais attendez, c'est pour ça que tout ce qu'on fait depuis 20 ans, ça va dans son... Mais il y a un moment, il faut le structurer. Dans chaque département, vous devez avoir, et c'est une proposition, mais il faut le structurer, parce que on me dit, mais c'est le bazar, monsieur Bizarre. C'est le bazar un peu partout, parce que chacun fait... Donc c'est très bien dans certains départements, mais... Donc sachez une chose, c'est quand on réfléchit à un système, soit c'est appliqué systématiquement, et c'est systémique, et ça marche, soit c'est appliqué dans les endroits les plus innovants ou les gens les plus entrepreneuriaux, et c'est pas un système. Donc je prétends pas que c'est partout le bazar, mais voilà une façon de l'organiser. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Bon, concernant les VARS, l'éducation sexuelle, c'est la même chose. Je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent, mais je pense, et c'est à vous, mais je pense que la sage-femme doit être une sage-femme référente, doit coordonner tout ce qui se passe. Moi, je pense que vous devez investir, mais je me trompe peut-être, tout ce qui est l'éducation dans le collège et dans le lycée, parce que c'est tout bénéf pour vous, parce que c'est là où vous allez développer Alors je sais, on me dit, ah mais c'est fait là-bas. Non mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est fait dans 10 qu'il faut que ça soit fait partout. Donc il faut progressivement le faire. Et je ne dis pas que vous êtes les seuls à pouvoir le faire, parce qu'il y a des infirmières, tout ça. Mais il y a peut-être des kinés qui peuvent faire des choses. Mais peut-être pas ça, mais vous êtes quand même les mieux placés, incontestablement. Et le dernier point, j'ai fini,
c'est les violences sexistes et sexuelles. De la même façon, une sage-femme référente dans ce service public départemental de santé, il faut des référents. Et je pense que sur ces 3 sujets, vous mettez la chose, vous verrez ce que j'ai proposé. Alors en conclusion, donc 2 points de conclusion, pour mon avis en tout cas, c'est que, je distingue le pilier de la transformation du système de santé, parce que ce système, il doit passer d'un modèle centré sur la maladie à un modèle de santé globale, préventif et centré sur les parcours de vie. Dans cette transformation, les sages-femmes occupent une position unique. Vous êtes expertes de la santé globale des femmes, des actrices clés de la prévention et de l'éducation en santé, pivot du parcours périnatal et familial. Vous constituez ainsi un des piliers du basculement vers ce système de santé globale, plus humain, plus territorial et plus efficient. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes un levier stratégique pour la santé des femmes et l'avenir de la natalité. Il y a 3 constats qu'on a fait. C'est une crise structurelle de la périnatalité, une profession indispensable et insuffisamment reconnue, un potentiel majeur pour améliorer la santé publique. Donc je pense que les 3 priorités, c'est la reconnaissance pleine du statut médical hospitalier, la nouvelle organisation de la périnatalité centrée sur vous dans la grande partie des cas, et un renforcement de votre rôle en prévention, santé gynécologique et parcours de femmes. Qui accouchera les femmes en France demain, principalement vous, à condition de vous en donner les moyens, la reconnaissance et la place stratégique dans le système de santé. Je vous remercie. Merci Frédéric. On va laisser un petit temps pour les questions, si vous avez encore un petit peu de patience. Alors, Lauriane. Je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour qu'on ait une chute de la natalité et une diaspora des sages-femmes, des structures hospitalières? Est-ce qu'on sait? Sur le premier point, quand j'écoute les experts sur les sujets, on vous dit globalement tout ça est très multifactoriel. Et donc, on sait bien que la natalité est liée. D'abord, il y a un mouvement qui est que il y a un âge d'accouchement qui est depuis 30 ans de plus en plus tard. Donc, c'est pour des raisons tout à fait positives du hausse du taux d'activité des femmes, de l'indépendance, de l'autonomie des femmes, etc., etc. Donc il y a tout un tas de critères qui sont des critères positifs, jusqu'au moment où ça devient un peu un sujet de société. Moi, je ne prends pas la baisse de la fécondité dans l'absolu comme un problème. Ça devient un problème quand il n'y a plus de renouvellement de génération. Bon, parce qu'on sait bien que la population, c'est un élément. Donc là, on a la nouveauté à partir de ces années 2010, c'est qu'on est rentré dans une zone qui pose un problème de renouvellement de la population. Alors, il y a des solutions qui sont, le font pas mal de pays, l'immigration. Bon, mais on sait bien que l'immigration, ça pose aussi d'autres problèmes politiques. Vous voyez bien qu'on rentre dans les sujets. Moi, je pense que sur ces sujets-là, ce qu'il faut s'assurer, le problème, alors, il y a un chiffre que je n'ai pas réussi à sourcer de façon très précise, c'est qu'il paraîtrait qu'il y ait, je ne veux pas dire l'ordre de grandeur, parce que mais beaucoup de femmes qui désirent mais qui n'ont pas d'enfants. Bon, je fais attention parce que ça peut venir de réseaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, je pense, que vous devez avoir, c'est de se dire que chaque femme qui désire avoir un enfant et qui le peut, doit l'avoir. Et pour ça, vous, votre rôle, il est évident. Donc je ne sais pas si ça permettrait de redresser la courbe ou pas. Ça, c'est le problème. Bon, on sait bien qu'il y a évidemment le stress écologique, on sait bien qu'il y a tout ça, quelle ampleur. Donc ça, c'est des études, tout ça pour l'expliquer. Mais enfin, on voit bien que c'est un phénomène de l'ensemble des pays occidentaux, y compris d'ailleurs des pays en développement. Le deuxième point, et pour le coup, il est plus facile à expliquer, il est qu'évidemment que la perte d'attractivité, puisque vous n'êtes pas la seule profession à vraiment avoir du mal à trouver de l'organisation hospitalière attractive. Donc là, je pense, raison première, la désorganisation, la crise hospitalière, qui est la mère des crises. Puisqu'on sait bien que c'est elle qui a généré un peu l'ensemble des autres, il suffit d'aller se balader dans un service d'urgence. Et puis, là où ça a entraîné une fuite,
c'est qu'évidemment, quand il y a eu l'alternative, grâce à 2009, avec la possibilité, d'une part, d'avoir une activité libérale pour faire d'autres choses, dont le suivi gynécologique, et notamment la volonté de suivre les femmes à l'accouchement en ville. Et donc, la solution, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est dans le rapport, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut flexibiliser au maximum l'organisation, c'est-à-dire permettre aux sages-femmes en ville de pouvoir aller au bloc opératoire, mais tout ça, de le rendre totalement naturel, permettre aux femmes qui veulent plutôt être basées, aux sages-femmes, plutôt être basées à l'hôpital, de pouvoir faire de la ville, et celles qui veulent plutôt être basées en ville, de faire le truc. Il faut vraiment, c'est ça l'avenir du système de santé. C'est fini le temps plein hospitalier, hein. Et c'est pas, je sais si Debré a fait un travail remarquable, mais c'était en 58. Donc il faut adapter les ordonnances Debré pour être diplomate. Et c'est fini le temps plein hospitalier, pour ceux qui le veulent. Je travaille beaucoup avec la CGT de la fonction publique, donc je sais comment ils réagissent. Mais quand vous leur dites, ça fait partie des totales, mais quand vous leur dites, non mais attends, c'est le libre choix. Libre choix. Ceux qui veulent le temps plein hospitalier, parce que ce sont les défenseurs de ce temps plein, il n'y a aucun problème. Il le reste, mais il faut que tous ceux qui le permettent, parce qu'on a besoin de créer ce lien avec l'ambulatoire. Du coup, merci pour la présentation. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà dites en tant que sage-femme, mais je pense qu'on parle peut-être pas assez fort. On a peut-être répété plusieurs fois la même chose et sans que ce soit vraiment entendu. Je partage tous les constats et en effet, je pense que là tout le monde quand même a conscience de la démographie et des enjeux du système, de la soutenabilité du système de l'assurance maladie. Après, alors moi il y a 2 points sur lesquels, et vous l'avez souligné, je ne suis pas tout à fait alignée. Alors quand vous dites, en fait c'est précisé quand vous dites, bon ça passera par les CNP, de clarifier les compétences et de pas aller sur les plates-bandes des autres, donc ça on est d'accord, mais tout reste à définir. Moi ce que je trouve intéressant c'est un peu la manière dont on a considéré le médecin traitant dans le système de santé, c'est-à-dire on a considéré que c'était le premier recours pour éviter que les gens qui ont mal au ventre n'aillent pas chez le gastro-entérologue ou les gens qui ont mal à la poitrine n'aillent pas directement chez le pneumologue. On a structuré le système de santé autour du médecin traitant qui oriente ensuite. Et du coup, en fait, la sage-femme, est-ce que ça peut pas être le premier recours ou soin primaire, en tout cas, sur les sujets santé de la femme, qui pourrait faire ce premier tri, qui a déjà une formation solide de 6 années, parce que, est-ce qu'il y a aussi un sujet d'efficience quand on forme des médecins sur 10 ou 12 ans, est-ce que c'est économiquement logique que ce soit pour faire des frottis ou des choses qui peuvent être faites par des professionnels qui sont formés en 6 ans, ce qui est non négligeable. Et après, le deuxième point, moi, c'est sur la liste de prescription. Alors, je pense que dans tous les cas, je ne vois pas trop les sages-femmes prescrire des radios du genou ou des traitements pour l'épilepsie ou des choses comme ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est le modèle des chirurgiens dentistes, qui n'ont pas de liste définie, mais dans la définition, c'est pouvoir prescrire tout ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de leur art, mais sans avoir une liste comme nous on a, où sont écrits ligne par ligne ce qu'on peut prescrire ou pas, ce qui nécessite de passer à chaque fois par décret si on veut modifier la liste de prescription, s'il y a un nouveau traitement, une nouvelle innovation, et qui finalement en fait crée de la complexité législative, donc de se dire tout ce qui est relatif au journal sage-femme, en se disant que en fait on compte justement sur le fait que la sage-femme c'est une profession médicale et qui est capable d'elle-même d'avoir le discernement nécessaire, plutôt qu'on lui mette un cadre pour être sûr qu'elle ne sorte pas d'un cadre qu'on a défini pour elle. D'accord. Alors bon, sur le fait que vous ayez déjà en tête un peu l'essentiel de cette orientation, je ne peux que m'en réjouir, mais vous savez, c'est Descartes, dans le discours de la méthode, c'est qu'en fait, quelquefois on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais c'est pas qu'on est en désaccord avec quelqu'un, c'est qu'on parle d'une autre place. Moi, je parle de ma place, de ma vision globale du système de santé, et je la décline sur toutes les problématiques, et vous partez de votre position de sage-femme, et vous arrivez à autre. Bon, tant mieux si on arrive globalement au même sujet. Alors les 2 points que vous avez, mais pas exprimés de la même façon.
Maintenant, ce que j'ai essayé de faire pour vous, c'est que cette expression-là, elle intègre des dimensions économiques, politiques, sociales, sociétales. C'est-à-dire que ce n'est pas une défense corporatiste. Parce que quand on vous écoute beaucoup, comme quand on écoute les médecins, on se dit, bon, on a compris qu'ils veulent ça parce que ça les arrange. Mais en fait, c'est pas que ça vous arrange, la plupart du temps, c'est que c'est nécessaire. Donc moi, je suis parti de l'objectivation de tout ce que j'entendais de vous, quand on a pu l'objectiver. Sur les 2 points que vous mentionnez, croyez-moi que je les ai brassés, les options, notamment celles dont vous parlez, avec tous les autres acteurs, en écoutant. Ça pose quoi comme problème? Bien sûr que c'est des options possibles. Mais je pense que vous avez peu de chances d'aller au bout avec ces options. Je ne dis pas que c'est pour toujours des raisons rationnelles, mais je vais vous en donner une, par exemple, pour la première, sur... bon, on ne stratifie pas les risques, mais on dit, écoute, moi, toutes les femmes, elles viennent d'abord me voir, comme le médecin généraliste, et puis si j'ai besoin de toi, je te les envoie. Bon, ça veut dire que toutes les femmes qui ont des pathologies viennent vous voir. D'accord? Bon, donc elles viennent vous voir, et puis vous dites, ah non, moi je ne traite pas la pathologie, donc tu vois le truc. Donc vous voyez que là, évidemment, c'est une position qui est difficilement acceptable pour les médecins qui se disent, attends, moi j'ai quand même fait des études pour traiter la pathologie, donc les femmes malades, c'est ma cible, c'est pas la tienne. Bon. Donc, ce qui apparaît comme, mais non, mais t'inquiète pas, bon, ça marche pas. Ça marche pas. Donc je pense qu'il faut, pas vous, mais c'est là des sociétés savantes, elles sont là pour ça, définissent ce qui correspond à votre domaine de compétences et sur lequel personne n'a à revenir sur ce que vous allez faire, que vous soyez totalement autonome sur ces cibles-là, comme vous l'êtes à la maternité. Et ben, je pense que c'est, enfin je pense pas, je suis certain que sous réserve qu'on puisse faire cette classification de façon scientifique et de façon acceptable. Je l'ai vérifié, on me dit que oui, mais je n'ai pas les compétences pour vous dire. Donc voilà pourquoi ce qui vous paraît peut-être pas très important l'est, dans l'acceptation et dans la mise en pratique de cette dissociation des rôles. Sur le deuxième, c'est un peu la même chose. Je le vois bien en écoutant, vous avez raison, moi aussi j'ai envie de tendance à le dire pour vous, mais attends, je ne vais pas aller prescrire des radios, mais comme votre champ il est quand même extrêmement large, parce qu'en gros vous avez accès à 80% de la population féminine, et que vous allez avoir des femmes qui n'ont pas que des problèmes gynécologiques, je pense plus solide, et en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que ça normalement on ne peut pas vous le refuser. Une liste ouverte sur vos champs de compétences, ou alors là vous avez le droit, entre guillemets, de vous agacer. Bon. Mais on n'est pas obligé, alors vous allez me dire si, mais vous avez des médecins à côté de ça qui vont tout faire pour que vous n'ayez pas accès à un certain nombre de prescriptions qui vont commencer connaissant bien les médecins. Donc je pense plus robuste d'aller vers là. Mais le débat est ouvert, hein. Je ne dis pas... mais parce que ça, on ne peut pas vous le refuser. Ce que vous dites, on peut vous le refuser. Pour de mauvais ou de bons arguments. Mais c'est ça qui... Donc, vous voyez, c'est parce que déjà, si vous obtenez ça, ça vous libère quand même beaucoup. Parce que quand j'entends ce qui vous gêne le plus dans les choses, c'est quand même dans votre champ de compétences où vous ne pouvez pas aller prescrire l'antifongique, l'antibiotique, le machin. Comme vous le dites, c'est pas tellement non. Donc si vous obtenez ça, vous avez en fait ce que vous voulez parce que vous le dites vous-même, mais de toute façon je ne vais pas aller sortir de mon champ de compétences, donc ça ne vous gêne pas. Donc vous voyez, vous voulez peut-être être frustré parce que ça vous préféreriez que vous soyez être entièrement libre, mais finalement vous l'êtes tout autant dans une liste ouverte. Donc voilà pourquoi il y a une recommandation, mais j'entends votre point. Voilà. Merci pour votre présentation. Je me posais la question, vous n'avez pas fait le lien avec la stratégie de l'OMS et des Nations Unies, où justement, il y a, à l'horizon 2030, c'est dans tous les pays du monde, axer les soins sur les professionnels en prévention primaire, ceux qui sont le plus proches de la population pour tout ce qui est au niveau santé, et notamment en périnatalité. C'est ce que vous avez dit, hein, changer le modèle médecin par le modèle sage-femme, c'est-à-dire la santé globale, l'accès à la santé, non pas par l'expert, et les économies qui, d'après l'OMS,
serait gigantesque à faire dans tous les pays du monde en prenant justement ce virage que vous avez bien décrit. La deuxième chose, je trouvais que c'était intéressant votre lien autour de l'allaitement et du manque de professionnels pour soutenir les femmes dans l'allaitement et le peu de congés maternité qu'ont les femmes, parce que les 6 mois, c'est quand même intéressant qu'on ne soit pas allé au-delà des 2 mois et demi de congé maternité, alors qu'on voudrait que les femmes allaitent pendant 6 mois, et qu'en plus, on n'ait pas les professionnels pour les accompagner là-dedans. Merci. Ouais. Bien, je savais que j'avais oublié un truc, alors donc il faudra rajouter, non mais bien sûr qu'il y a, vous verrez qu'il y a un certain nombre de sources qui ont été données, dont notamment celle que vous mentionnez, donc vous avez raison. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans le sens de l'histoire. Vous n'êtes pas simplement sur un plan franco-français, mais cette évolution-là, cette bascule, elle est déjà faite dans un certain nombre de pays, parce qu'ils ont une organisation qui permet de la faire. Mais je suis convaincu, là c'est une conviction personnelle, que déjà si vous, mais vous savez, et c'est vraiment un message fort que je voudrais vous passer, c'est que vous n'aurez que ce que vous irez chercher. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas parce que vous avez des grands méchants dans les instances, chacun fait ce qu'il peut, mais on est dans un système qui est dans une crise telle qu'on est sur une logique du jour le jour, plus que sur une logique de transformation. Donc moi je crois que la transformation, elle viendra des acteurs. D'accord ? Et donc si vous portez tous ces messages-là qui emmènent le système de santé vers ce nouveau modèle qui est aujourd'hui indiscutable, moi je pense que vous faites coup double. Vous améliorez votre situation tout en participant à la réforme du système de santé. Vous avez raison, sur un sujet comme l'allaitement, il faut peut-être aussi porter, et pourquoi pas, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, il faut probablement l'aborder, aussi des questions en matière de protection sociale liées au congé maternité, s'il n'est pas suffisant, ou en tout cas permettre que si une femme veut allaiter, d'avoir un congé maternité plus long. Il a été rallongé là récemment. Enfin, il y a quelques opportunités en tout cas. Oui, mais vous savez, le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est que on y va par toutes petites touches. Oui, mais c'est déjà une avancée. Oui. Bah oui, mais quand Non, mais non, mais je dis juste que je n'ai pas réfléchi au sujet. Est-ce que les congés maternité sont bien en adéquation avec la nécessité pour une femme de pouvoir alerter 6 mois? Peut-être que c'est suffisant ce qu'il y a, peut-être que ça ne l'est pas, c'est un sujet qu'il faut regarder. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors j'avais pu lire effectivement votre rapport. J'ai besoin d'une précision sur la liste de prescription, puisque effectivement c'est une mesure qu'on porte de la supprimer, selon ce que vous avez dit, et c'est pour ça que je n'ai pas pris le micro par la suite. Mais j'ai besoin d'une spécificité sur ce que vous proposez. Quand vous parlez d'une liste ouverte sur les champs de compétences, vous parlez de lister notre champ de compétences et donc une évolution seulement lorsqu'on aurait une éventuelle extension de ce champ de compétences, ou une mise à jour de notre liste actuelle avec l'ensemble des spécialités prescrites pour qu'elles soient plus en adéquation avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui forcément du coup sera obsolète d'ici 10 jours. Moi je suis conseillère en lactation, donc la liste de prescription c'est un irritant quotidien. Je dois faire des courriers aux médecins pour expliquer comment il faut traiter. Autant dire que c'est inconfortable pour tout le monde, puisque c'est quand même très inconfortable de prescrire sous la dictée de quelqu'un d'autre, et en même temps ils sont conscients que j'ai beaucoup plus de compétences qu'eux sur cette question-là. Enfin, moi, mon approche, mais attention, encore une fois, je donne des directions, mais je ne suis pas médecin ou expert médical. Moi, je pense par exemple, donc c'est une liste ouverte, qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la réactualiser. Si vous avez des nouveaux médicaments qui vont sur le domaine de l'allaitement, si demain il y a de nouveaux médicaments pour traiter les pathologies en lien avec l'allaitement, vous avez le droit de les prescrire automatiquement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le champ de compétences. Alors vous allez peut-être me citer un truc où ça ne va pas le faire, mais enfin, ça ne me paraît pas être très problématique. Moi j'ai regardé l'ensemble de vos champs d'intervention. À ces champs d'intervention, il y a des pathologies associées, spécifiquement pour laquelle vous avez des conseils, et avec les conseils, il y a des produits, des traitements. Donc
Donc c'est ouvert, donc il n'y a pas besoin de l'actualiser. Je vous remercie de cette précision. Voilà. Non mais vous avez raison, il faut le préciser. Hein, si c'est... Et ça, on ne peut pas vous le refuser encore une fois. Quels sont leurs arguments de refus pour le moment? Parce que vous voyez, vous êtes un peu trop gourmande et vous dites non mais nous on veut comme les médecins. Et ça, on peut vous le refuser. Dans la continuité, merci de ce rapport qui est quand même éminent, criant de vérité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de constats qu'on fait depuis longtemps, notamment ici à l'ONSSF, notamment celui de prendre notre place. Vous dites prenez votre place, allez chercher ce qui vous revient de droit. J'ai l'impression qu'on a demandé quand même pas mal de fois que notre statut à l'hôpital soit révisé, qu'il soit ouvert, qu'il laisse effectivement qu'il soit ouvert au choix des praticiens qui y sont. Mais pour autant, il y a quand même un levier, je pense même peut-être politique, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas accéder à ce droit et à cette pratique, en tout cas au niveau hospitalier. Et ça peut être politique, ça peut être... Alors, vous disiez justement, on fait partie de la fonction publique hospitalière, selon le livre 4, je ne sais plus, etc., qui fait que même à ce niveau-là, ça les arrange bien, quand bien même on est 14 000 ou 15 000 sages-femmes, on va dire hospitalières publiques, les grandes OS, pour en faire partie, ne veulent pas nous lâcher. Alors qu'on est une poussière dans leur électorat, les élections vont arriver, c'est ridicule, mais pour autant, je ne sais pas pourquoi, ils nous veulent dans leur électorat, ils veulent pas nous lâcher. Et d'autre côté, les docteurs ne veulent pas nous récupérer. Donc il y a quand même une guéguerre qui va au-delà de qui sait faire quoi et qui mérite quoi et qui est le plus compétent pour qui ou pourquoi. Mais on veut nous garder sous une mainmise paternaliste un peu médico-centrée. Et on a le droit, mais on est allé essayer de chercher plein de fois, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Enfin, moi, ça fait 25 ans qu'on cherche. On a toujours cru qu'en avançant par l'accessibilité, par médecine, et après, et là, le doctorat en maïeutique, on dit on va y arriver dans 2 ans, mais j'adorerais, mais franchement, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore pour nous laisser au rang où on est actuellement? Enfin, je m'interroge. Non, je comprends. Alors, sachez qu'on a tous des biais cognitifs et je pense que vous vous auto-censurez beaucoup quand j'entends votre discours. Parce que vous vous dites, ouais, mais on a essayé, c'est bloqué. Bon, maintenant, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas, alors vous l'avez déjà demandé. Donc, en général, quand on insiste beaucoup, comme vous l'avez fait, d'une certaine façon, il faut essayer d'une autre façon. Bon. Moi, ce que j'ai essayé là, mais en découvrant un peu votre problématique particulière, c'est de vous dire, il faut avoir une approche beaucoup plus globale que celle que vous avez. Il faut objectiver davantage toutes vos demandes. C'est-à-dire que ce n'est pas les demandes des sages-femmes, ce sont des demandes de professionnels qui veulent un système de santé performant. Bon. Et vous avez tous les arguments pour dire que ce que vous demandez, c'est l'intérêt général. Tous les arguments que vous les avez. En tout cas, j'ai essayé d'en amener plein. Donc ça, c'est quand même un changement d'approche qui fait que l'autre vous regarde différemment, pas en tant que sage-femme, mais en tant que quelqu'un qui veut améliorer le système de santé. Ensuite, vous avez des choses aujourd'hui que vous n'aviez pas il y a 10 ans, qui sont... Alors ça peut vous paraître du détail, et moi je le pense d'ailleurs comme cette 6e année, mais vous cochez toutes les cases. Encore une fois, c'est important sur le plan administratif que vous cochiez toutes les cases et qu'il n'y ait pas 2 cases qui soient laissées vacantes. Parce qu'on se dit, bah non. Bah oui, mais c'est un peu froid, une administration. Bon. Après, vous l'avez mentionné, et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette approche quelquefois politique, au sens pas politicien, mais au sens de vie de la cité grecque, c'est qu'il faut aller sur des sujets très sensibles et qui intéressent tout le spectre politique. Les violences sexistes et sexuelles, l'éducation sexuelle, la natalité, les femmes défavorisées qui n'ont pas de suivi gynécologique. Croyez-moi, vous avez du lourd à leur apporter. Je suis sûr que toutes les portes vous sont ouvertes de l'ensemble du spectre politique. Et c'est là où, avec un discours construit et objectif, d'abord, vous allez remettre à zéro, vous allez mettre au niveau de connaissance, parce que vous
vous avez l'impression que tout le monde le sait et tout machin, mais je peux vous dire qu'à part 3 hauts fonctionnaires, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans le spectre politique qui sait très précisément votre problématique. Donc il faut remonter à l'information. Voilà, donc, et quand j'écoute quand même ceux qui sont importants dans le dispositif, je ne parle pas des institutionnels, parce qu'eux, ils suivront, mais comme, parce qu'eux, ils peuvent bloquer, qui sont les représentants des praticiens hospitaliers, et ils vous disent évidemment qu'il faut qu'on leur accorde. Bon, donc c'est pour ça que je suis assez confiant. Mais attention, hein, rien ne se fera sans votre détermination et votre approche. C'est là où je pense que ce plan-là, complété par vos idées, il doit être mené au cordeau pendant 2 ans pour vraiment obtenir ce que vous allez obtenir. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de garantie, mais je pense que quand même, là, vous êtes bien armés. Vous êtes bien armés, c'est tout ce que je peux dire. Et je ne vois pas très bien comment l'opposition à ça peut tenir longtemps. C'est ça le truc, si vous voulez, parce que si on se dit, ah ouais, mais vous avez peu de faiblesse dans les points qu'on soulève là. Mais sous réserve de ne pas aller trop loin. Parce que là, vous ouvrez la boîte à... Merci Oui. Frédéric pour cet excellent rapport. Et cette démonstration, et puis tu es un formidable orateur, donc c'est hyper agréable de t'écouter. Je me suis dit qu'on n'avait pas peut-être assez insisté et qu'il reste dans le champ de la prévention sur le mot fertilité. Parce qu'en fait, je me dis qu'on a quand même, sur ce point, on n'a pas du tout investi le champ de la fertilité. Et pour autant, comme la PMA augmente, avec les couples qui font des enfants plus tard, etc., je pense qu'on pourrait aussi insister sur ce champ-là, parce qu'on fera des réductions, en fait, de coûts. Parce que la PMA, ça coûte très très cher. Les personnes qui passent par la PMA, finalement, elles engendrent des surcoûts dans la société parce que c'est un parcours qui est très difficile. Et en plus, les patientes qui sont dans la PMA sont elles-mêmes avec des facteurs de risque surajoutés. Donc, je me dis, je ne sais pas si on a vraiment évalué ça, mais je pense que si on investit encore plus la fertilité, savoir quand est-ce que je dois concevoir, à quel moment, et pour éviter la PMA au final, voilà, je me dis, on n'en a pas discuté, mais ça aurait... Tu as 200% raison, et je l'ai abordé dans le rapport. J'hésitais d'ailleurs à mettre la courbe d'indice de fécondité, mais tu as absolument raison. Et je peux me permettre juste une réflexion supplémentaire, et en plus c'est le recours maintenant sociétal à la PMA qui est engendré, c'est-à-dire en dehors des gens qui, comme vous le disiez très justement dans votre rapport, ont envie d'un enfant mais n'arrivent pas à en avoir. Il y a la promesse actuelle de préserver des ovocytes à toutes les femmes entre 27 et 36 ans révolus de façon gratuite. Ça coûte entre 5 000 et 8 000 euros chacun des traitements, qui est presque une obligation maintenant sociétale. Les femmes ne veulent pas forcément le faire, mais elles le font, et je peux vous dire que c'est malheureusement jeté de quoi je parle. Et en plus, on sait que quand c'est pas remboursé, c'est-à-dire que quand c'est payant, et qu'il y a carrément des fonds qui sont investis personnels, il y a une réutilisation, notamment en Espagne, que de 10% de ces ovocytes. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces ovocytes qui vont être stockés dans les étuves, et qu'est-ce qu'on va faire après de ces femmes qui vont arriver à l'âge qu'évoquait effectivement Sophie, très juste, d'engendrer des maternités tardives, des maternités qui vont être techniques, enfin je veux dire technicisées, j'utilise pas le mot, et qui vont être plus âgées, mais qui vont forcément, la maternité va être reportée, mais elle va être aussi via une technique qui coûtera encore de l'argent plus tard, et tout ça avec une ALD à 100%. Donc il y a plein de fausses promesses, et en plus malheureusement ça marche pas très bien. Voilà d'autres arguments qui nourrissent toute cette approche qui est de dire renforçons ce maillon sage-femme, sachant que si on prend la PMA, ça doit être le dernier recours. Attention à pas... Voilà. Mais ça, les gynécologues obstétriciens raisonnables et sérieux sont entièrement d'accord avec ça. C'est un parcours du combattant, je crois que ça marche une fois sur 4. La PMA, il n'y a pas plus douloureux qu'un parcours de PMA pour les couples. Donc on est 100% d'accord. Vous avez un potentiel d'éviter des grandes difficultés sociales et des coûts économiques sur ce point-là de façon déterminée. Donc, je peux être que d'accord.
Bien. Oui, moi je voulais Alors, vous interpeller par rapport interpellez-moi. aux arguments, c'est-à-dire venez avec des arguments solides pour qu'on puisse justement négocier. Et pourtant, nous, on arrive avec des arguments solides concernant la prévention vaccinale, le projet Anti-Gynéco qui propose des soins gynécologiques aux femmes en situation de handicap, et pourtant, on n'arrive pas à négocier justement ces consultations longues. Pour vous donner un exemple, pour les vacations de vaccination dans les collèges, les sages-femmes sont payées 48 € de l'heure, pour la même responsabilité, les médecins 78. Voilà, donc ça, c'est des choses, malgré des arguments très très solides qui concernent la prévention, l'évolution de nos compétences, eh bien, les négociations, elles se retrouvent devant un mur. En fait. Parce que, alors, moi, encore une fois, j'entends bien et je ne prétends pas que... Je sais bien, parce que je vous ai écouté beaucoup, des heures entières, donc je sais bien que vous avez été... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a demandé, je pense, ce travail. C'est qu'à un moment, on se dit, bon, on arrive un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut changer l'approche. D'accord ? D'abord, le raisonnement, on va dire, économique de base, qui est de dire, voilà, nous, on ne dit pas qu'on veut être payé comme les médecins. On dit qu'on a des prestations sur lesquelles on a besoin d'un niveau de valorisation qui nous permette de vivre décemment et qui soit le niveau de valorisation de tous les professionnels qui interviennent sur ces sujets-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Bon, ça c'est déjà un premier niveau. Après on passe à un deuxième niveau qui est la valorisation proprement dit de votre consultation de gynécologie ou de votre... Oui, mais donc il faut un peu changer cette approche-là pour... Et moi je crois profondément, mais là je peux me tromper, c'est que vous réussirez à faire avancer votre dossier de façon considérable sur les 2 prochaines années si vous abordez tous les points en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une très forte cohérence avec, vous avez une vision globale, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, de là où vous voulez aller, et que vous allez convaincre vos interlocuteurs que si ils vous suivent, on va vraiment avoir un changement important pour la santé des femmes, pour la périnatalité, pour tout ça. Et là, quand même, ça, il faut... On dit toujours, ah mais non, mais on va jamais parce que le directeur de machin, le truc... Mais il ne faut pas croire que l'État ne veut pas le bien de la population. L'État, il veut le bien de la population, mais il est souvent impuissant pour le générer. Donc, il faut lui apporter les solutions. Et ce que vous faites là, c'est lui apporter les solutions. Pas pour vous, pas pour votre profession, pour que lui, ce dont il est responsable, comme d'autres en partie, il puisse performer. Les gens, ils veulent plutôt que les choses aillent mieux. Et vous leur apportez des solutions. Donc, s'ils ont mieux, qu'ils vous proposent mieux. Mais en général, ils prennent. Hein. Quand il y a de bonnes idées qui sont dans l'intérêt général, ils prennent. Moi, j'ai rarement vu, j'ai une certaine expérience de politique publique, j'ai rarement vu, ça c'est arrivé, mais c'est rare, des hauts fonctionnaires, des politiques s'opposer à quelque chose qui paraît quand même assez évident pour l'intérêt général. C'est pour ça que je suis assez... quand on arrive à trouver les points d'équilibre, on est quand même plus fort que si on l'aborde par le petit bout. Voilà. Et c'est normal, vous l'avez abordé par rapport à votre vision, votre champ de connaissances, votre conviction. Mais ça, c'est souvent pas suffisant. Et on sert un peu à ça, hein, nous. Hein. Moi, j'ai pas votre, j'écoute, j'ai pas votre compétence, mais on sert un peu à vous dire, il faut changer l'approche. Voilà. On va essayer d'être à la hauteur, Frédéric. Merci beaucoup en tout cas pour merci à vous.